qui est abordé cet après-midi est suffisamment difficile et vous l'avez très bien préparé, je m'adresse à vous les élèves, mais je voulais saluer et dire tout l'honneur qu'on a d'accueillir la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, tous les représentants aussi de l'association des Françaises des victimes de terrorisme. Donc, merci de venir ici à l'institution Saint-Joseph. Merci à Anne qui œuvre depuis de nombreuses semaines pour l'organisation de cet après-midi. Et puis cet après-midi, c'est pas une après-midi à part. C'est-à-dire que c'est un travail de préparation avec les professeurs que je remercie aussi pour leur implication et je remercie d'être là cet après-midi. Et puis c'est un travail avec les élèves et voilà, je voulais vraiment cet après-midi, je vais essayer de tous vous regarder, vous remercier de votre implication dans ce projet et chaque fois qu'il y a des projets à Saint-Jean, vous répondez présent. Donc merci d'être présent pour celui-ci en particulier. Bon après-midi. Alors on va commencer la rencontre. On a une petite présentation à vous faire, bien sûr, et ensuite je crois qu'il y aura la lecture de petits textes de la part d'élèves. Donc chère Aurélie, chère Charlotte, nous vous présentons les lycéens venant de plusieurs classes de seconde ou de première du lycée Saint-Joseph de Tassin et leur professeur documentaliste Anne Picasso, qu'on vient de rencontrer, qui est à l'initiative de ce projet. Elle a été accompagnée par Diane Bluza, documentaliste également. Nous vous présentons Pierre Houdin, chef de cet établissement, Louis Fourard, directeur du lycée, et Bruno Bonan, responsable de l'orientation. Nous vous présentons Marie-Dominique Lange, Pascal Maître-Pierre, Anne Tollet, professeur de lettres, Philippe Dufay et Pierre-Yves Verissel, professeur d'histoire-géographie, ainsi que Uwe Stasser, photographe. Depuis plusieurs mois, ces lycéens suivent un parcours littéraire, ici même dans ce CDI avec leur professeur documentaliste. Ils ont lu d'une part Déplier le cœur, que tu as publié Aurélie en octobre dernier, d'autre part le roman graphique Crayon noir de Valérie Higounet et Guy Le Besmeret, paru en octobre 2023 Charlotte. Il s'agit de s'intéresser à des œuvres qui concernent des réalités terroristes et plus particulièrement de s'interroger sur le processus de deuil et de reconstruction. C'est pourquoi le projet s'intitule « Littérature et terrorisme, deuil et reconstruction ». Vous êtes face à des lycéens qui savent exprimer leurs émotions et leurs réflexions. Camille distingue ton deuil au singulier et des deuils au pluriel de tes enfants, Aurélie, et elle affirme que tu as mis un terme à ta relation avec l'amoureux de l'époque du procès parce que, je cite, « il n'était pas aidant ». Bertille sait que parler de l'attentat à tes élèves au retour des vacances de Toussaint était infiniment difficile pour toi, Charlotte. Et Soline ajoute, je cite, « Le fait qu'elle s'excuse dans le discours adressé aux élèves lors de la commémoration de l'attentat montre l'estime qu'elle avait pour ses élèves et elle s'excuse même alors que c'est eux qui ont propagé la rumeur. » Chers élèves, nous vous présentons derrière vous, pour ceux qui sont face à moi, Alexandra Louis, qui est déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, et avec elle, 2 de ses conseillers. Alors, pardon Céline, je vais avoir du mal à prononcer ce nom, Céline Hindenbrandt et Axel Nisfor. Nous vous présentons, chers élèves, évidemment, et vous le savez, vous les attendiez, Aurélie Sylvestre à côté de moi, Charlotte Bray à côté de Muriel. Vous avez lu Déplier le cœur, vous savez que c'est ce qu'on appelle un récit autobiographique, n'est-ce pas Louise? Oui. Oui. Et donc qu'il y a une équivalence entre l'autrice, la narratrice, le personnage principal. L'autrice ayant passé un pacte autobiographique avec vous, lecteurs. Donc, autrice et lecteur face à face, vous aurez beaucoup à vous dire. Vous aurez des questions concernant à la fois la nécessité de l'écriture et des questions sur ce que traverse le personnage Aurélie, qui se trouve évidemment être une personne réelle aujourd'hui à côté de moi. Comment l'autrice Aurélie déplie-t-elle son cœur? Comment le cœur du personnage d'Aurélie est-il déplié? C'est pas tout à fait la même question au cours de ces 10 longs mois de procès.
Vous avez lu d'autre part Crayon Noir. Et vous avez découvert le personnage d'Anne, nom qui est donné au personnage inspiré de Charlotte, ici présente. Vous l'avez vu avec nous la semaine dernière. Charlotte est professeure de français. Elle a été la collègue de Samuel Paty pendant 3 ans, mais elle était aussi, elle était représentante de ses collègues et à ce titre portait la voix des professeurs de son établissement. Toutes deux, dans les œuvres que vous avez lues, sont face à différents deuils. Pour Aurélie, bien entendu, Mathieu, l'homme avec qui elle vit depuis des années, celui qu'elle a connu, donc l'homme de sa vie d'avant, et celui qui ne sera pas le père de tous les jours de ses 2 enfants. Mais aussi le deuil d'un amour illusoire et toxique, on en a parlé la semaine dernière, il est appelé l'amoureux dans Déplier le cœur. Enfin, dernier deuil, et c'est à elle de s'exprimer à ce sujet, le deuil de la personne qu'elle était avant. Pour Charlotte, bien évidemment, il s'agit du deuil de son collègue, Samuel Paty. Le deuil, on en a parlé aussi la semaine dernière, le deuil de son lien avec les élèves, tel qu'il était auparavant. Le deuil de son exercice de professeur de collège, puisqu'elle a muté en lycée cette année, et aussi le deuil de cet endroit où elle a été heureuse, le collège du Bois d'Aulne. Et sans doute le deuil de qui elle était avant, elle aussi. Voilà, donc évidemment quand je prononce le mot deuil, je sais ce que vous savez vous aussi. Le deuil, ce n'est pas, c'est un processus et c'est quelque chose qui amène paradoxalement vers la vie, elles vous le diront aussi. Donc, je ne veux pas être trop longue, vous avez écrit des lettres à Madame Picasso pour expliquer votre intérêt pour ce projet. Et donc, tout d'abord, nous allons vous donner la parole, Hélène, Camille, Chiara et Manon. Et ensuite, Madame Picasso conclura cette présentation. Hélène. Je me suis trompée. Marion, pardon. Pour Marion. Donc, Hélène, veux-tu commencer, s'il te plaît? Je vous sollicite aujourd'hui afin de vous exposer les raisons pour lesquelles je souhaite participer à la rencontre avec Madame Aurélie Sylvestre et Madame Charlotte Drey, prévue le 2 avril 2026 à l'Institution Saint-Joseph. Tout d'abord, je pense qu'il est essentiel de sensibiliser les jeunes au terrorisme et aux actions passées qui ont marqué l'histoire. Étant enfants, nous sommes généralement insouciants, naïfs et innocents. À partir de l'adolescence, nous nous intéressons plus à l'actualité. De mon point de vue, c'est l'âge le plus adapté pour découvrir les tensions, les progrès, les élections, les affrontements que traverse notre monde et comprendre les causes et les conséquences. De telles opportunités se présentent rarement et j'aimerais la saisir car j'estime que nous avons de la chance qu'elles nous soient proposées. De plus, je sais que ce qu'elles ont traversé est un sujet sérieux et sensible. Ayant moi-même perdu un être cher il y a quelques années, je comprends ce que l'on ressent et ce besoin d'en parler à des personnes qui sont à l'écoute. Merci beaucoup. Camille. Ces événements suscitent en moi aussi beaucoup de questions, telles que comment l'auteur de Déplier le cœur a pu écrire son livre avec une écriture aussi claire et basée sur les faits. J'ai déjà lu les 2 livres et je pense que cela a raffermi la volonté de les rencontrer. Crayon Noir et Déplier le cœur sont des titres dévoilant des thèmes phares de l'œuvre. Crayon Noir fait peut-être selon moi référence à la couleur préférée de Samuel Paty mais aussi à la mort. Déplier le cœur peut signifier que les sentiments et les émotions de l'écrivaine seront dévoilés petit à petit suivant le cours de sa reconstruction personnelle. Chiara. Il me semble en effet primordial de continuer à faire vivre la mémoire des victimes de la violence islamique radicale. Ces sujets, tous deux particulièrement délicats, ont toujours suscité mon intérêt et éveillé une forme de curiosité en moi, notamment suite à l'assassinat de Samuel Paty, dont j'ignorais jusqu'à encore récemment les réelles causes et le déroulement. Lors de la présentation de Madame Picasso, cette curiosité et ce désir d'en savoir davantage se sont ravivés en moi et m'ont naturellement poussé à vouloir participer à ce projet commémoratif.
Crayon noir a attiré mon attention de par son format de bande dessinée et de par le thème abordé en lien avec la liberté d'expression à l'école. De son côté, Des Pieds et le cœur m'a immédiatement touchée par le choix du sujet, le deuil et la longue reconstruction suite à la perte d'un être cher. Ayant moi-même vécu la perte d'un proche il y a un peu plus d'1 an, ce thème résonne particulièrement en moi et le rend d'autant plus parlant et émouvant. Je souhaite m'investir dans ce projet car je suis convaincue qu'il est important, en tant qu'élève, de réfléchir à ces événements, de comprendre les enjeux et de contribuer à transmettre la mémoire des victimes. Je suis sérieuse, impliquée et prête à travailler, que ce soit pour lire, analyser des ouvrages ou participer à des échanges. Ce projet se présente également comme l'opportunité de mettre des mots sur ce que je ressens face à ces violences et à développer mon sens critique. Enfin, y participer serait pour moi une manière à la fois d'honorer la mémoire des victimes et de mieux comprendre le rôle de l'école, de la culture et de la parole face à la violence et au fanatisme. Je serai très heureuse de pouvoir y prendre part. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, je vous sollicite car j'aimerais participer au projet de rencontre avec Aurélie Sylvestre et Charlotte Drey, 2 proches de victimes du terrorisme. Rencontrer l'Association française des victimes du terrorisme est aussi une grande opportunité. Depuis que je suis née, j'entends parler du terrorisme à la radio, dans les journaux, dans les médias et même à l'école lors des fameuses minutes de silence annuelles. Malgré moi, je baigne dans cet univers de violence, de haine et de peur. À travers le monde, le terrorisme gagne de l'ampleur, relayé par les médias. World Trade Center, promenade des Anglais, etc. Le terrorisme agit comme une maladie qui se propage, véritable épidémie jusqu'à atteindre nos propres frontières. Même dans un pays démocratisé, libre et sécurisé comme la France, le terrorisme nous atteint et sa violence se déchaîne telle une vague, un séisme. Le terrorisme n'a aucune limite. Il croît et grandit à travers les cadavres, les cris, les pleurs, les traumatismes et les familles endeuillées. Cela m'effraie et me trouble, car comment, par quel mécanisme l'humain peut-il déchaîner autant de haine envers ses pairs? Et surtout, comment trouver la force de continuer à vivre lorsqu'un proche a été abattu dans un acte de terrorisme? Comment garder la tête haute et vivre avec un tel traumatisme? J'ai donc la volonté, le besoin d'entendre la voix des proches de victimes. Eux seuls peuvent raconter, sans intermédiaire, ce qui s'est passé. Eux seuls portent le poids des conséquences du terrorisme. Eux seuls, face à leur traumatisme et au vide du proche qui n'est plus. Eux seuls subissent une longue période de reconstruction pour tenter de guérir toutes leurs cicatrices. Enfin, même si toute une nation a été endeuillée, eux seuls peuvent ressentir la solitude singulière des proches de victimes. Merci infiniment Marilou et pardonnez-moi pour être allé trop vite. Merci à vous 4. Ce sont des lettres extrêmement profondes. Voilà. Et j'espère pouvoir vous entendre tout à l'heure. Je vais être brève. Bonjour à toutes et tous. Au nom des lycéens et de toute l'équipe pédagogique, nous tenons à vous remercier très sincèrement d'être parmi nous aujourd'hui, Aurélie, Charlotte. Pour nos lycéens, vous incarnez la preuve que derrière les commémorations officielles, il existe des trajectoires de vie, une force exemplaire, et aussi le pouvoir salvateur des mots et du dialogue. En préparant cette rencontre, les élèves ont exprimé une attente forte, celle de comprendre comment l'on peut, face à l'indicible, mettre des mots sur ce qui semble ne plus en avoir. Ils sont ici avec une soif de comprendre non seulement l'histoire, mais surtout comment l'on reste debout. Ils attendent de vos échanges un éclairage sur la manière de transformer une émotion brute et insoutenable en une réflexion citoyenne et de trouver dans la littérature et l'engagement des outils pour découvrir leurs propres clés de reconstruction. Aurélie, tu as choisi les mots et l'écriture pour, selon ton expression, déplier le cœur.
parvenir à transformer une tragédie intime en un message de vie. Tu nous apprends aussi que lorsqu'on élève seul ses enfants, on ne rend jamais son tablier de mère ni de femme. Déplier le cœur est aussi un rappel que le deuil n'est pas une fin, mais une transformation. Charlotte, ta présence résonne tout particulièrement dans ce lycée. Tu donnes un visage et une voix à notre communauté éducative qui, malgré la violence et la fureur numérique, refuse de baisser les bras. Ton engagement nous signifie que notre mission commune est d'élever les consciences et de protéger par le collectif la liberté de penser. Ce qui vous lie toutes les deux, Aurélie, Charlotte, c'est votre capacité admirable à transformer une vie d'avant brutalement close en un engagement citoyen. Vous nous montrez que si le traumatisme a ses saisons, ce fameux tunnel de novembre dont tu parles, Aurélie, la parole reste le remède le plus puissant contre l'oubli. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement réunis pour écouter un récit du passé, mais pour comprendre comment, après l'impensable, on continue d'enseigner, de transmettre et de tout simplement vivre. Nous allons maintenant vous laisser la parole et nous vous écouterons avec tout le respect et la pudeur que votre parcours impose. Je veux d'abord vous remercier d'être là. Moi, je suis ravie d'être ici. Je vous ai lu, je vous vois, je suis vraiment très contente. Je vais vous raconter mon histoire, Charlotte ensuite le fera. Ce qui est hyper important, c'est qu'ensuite on échange, quoi. Moi, j'ai aucune pudeur, donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je vais vous raconter mon histoire, mais je vais sans doute oublier des choses, donc n'hésitez pas. Voilà. Après, pendant les questions, n'hésitez jamais à me poser une question, n'importe laquelle. Donc moi je m'appelle Aurélie, je crois que vous le savez. Aujourd'hui j'ai 45 ans, mais je vais d'abord vous parler de la Aurélie de 35 ans, qui était celle que j'étais quand le 13 novembre est intervenu dans ma vie. Donc le 13 novembre 2015, j'ai donc 35 ans, je suis en couple avec un garçon qui s'appelle Mathieu, que j'ai rencontré dans un train un peu plus de 10 ans avant ça. On s'est tout de suite plu, mais on a mis beaucoup de temps à commencer une histoire. Et on a eu une belle histoire, on a mis en place tout un tas de choses qui nous rendaient très heureux, on a construit une vie. Et un jour on a décidé de devenir parents. Et donc on a eu un petit garçon qui s'appelle Gary, qui est né en 2012. Et donc lui, au moment de la photo du 13 novembre 2015, il a 3 ans. Et à ce moment-là, je suis enceinte d'une petite fille. Ça fait 5 mois qu'elle est dans mon ventre. Et je suis super contente qu'elle soit là parce qu'avant ça, j'ai fait 2 fausses couches qui avaient été un peu compliquées à gérer. Donc là, voilà, je suis enceinte de 5 mois. Le 9 novembre 2015, on a fait une échographie et on a su que c'était une fille. Donc au soir du 13 novembre, on est super heureux de se dire que voilà, on a un petit garçon de 3 ans qui est trop cool et une petite fille bientôt. Moi, à cette époque-là, je travaille dans la communication. J'ai très longtemps travaillé dans un ministère, à la culture. Après, j'ai bossé un peu dans la mode. Et là, je travaille avec une amie qui est créatrice et ça me permet de faire ce que j'aime et en même temps d'avoir du temps pour ma famille. Mathieu, lui, il est géographe, il est enseignant-chercheur à la fac. Et il enseigne pas très loin de chez nous, donc vraiment, la vie est chouette, quoi. Et le 13 novembre, il fait très beau. On se souvient toujours de tout un tas de détails le jour des grands drames. Et ceux-là, ils sont encore intacts, il faisait très beau. Mathieu est rentré plus tôt du boulot et il m'a dit je m'occupe de Gary, je vais chercher à la crèche, prends ton temps. Et quand je suis arrivée, il était en train de donner le bain à Gary. Je crois que vous l'avez lu dans mon livre, mais c'est un moment qui compte pour moi. Je les entends faire une tempête dans la salle de bain. Et puis ce soir-là, Mathieu va à un concert. On vit dans le centre-ville de Paris. On est des urbains qui aiment la ville et qui aiment la culture. Donc lui va beaucoup à des concerts, moi je vais beaucoup voir des pièces de théâtre. Donc voilà, on a une famille qui tourne, quoi. Donc c'est pas du tout exceptionnel qu'il ait un concert. D'ailleurs, il avait juste une place de concert, il allait même pas avec des copains. Le Bataclan était pas très loin de chez nous, donc il voulait juste passer voir ce groupe qu'il connaissait pas très bien.
Et puis en fait, il a à un moment donné hésité à y aller. J'ai insisté pour qu'il y aille en disant vas-y, moi je vais regarder un film. Et donc il est parti, il a quand même couché notre fils. Et voilà, je l'ai vu traverser le salon, partir et me dire à tout à l'heure. Et moi, je suis allée me coucher parce que j'étais fatiguée, j'étais grosse, avec mon gros ventre, et j'avais besoin de m'allonger. Et vers 22h, c'est l'amie avec qui je travaillais qui m'a téléphoné pour me demander si j'étais bien chez moi, parce qu'elle était dans la rue et en fait, elle m'explique, voilà, elle était dans la panique, que en fait, elle entendait des tirs, qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait exactement. Et donc moi, j'étais dans mon lit, donc j'étais vraiment en décalage. Et je lui ai dit, bah en fait, je sais pas, je comprends pas ce que tu me dis, mais Mathieu est au Bataclan. Et là, elle m'a dit, ok, on raccroche, va voir la télé. Donc je me relève, j'allume la télé et voilà, Gary est en train de dormir et je comprends pas très bien ce qui se passe jusqu'à ce que apparaisse sur mon écran un bandeau écrit prise d'otage au Bataclan. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que je fais? En fait, j'ai assez rapidement appelé ma sœur qui, par chance, dînait pas très loin de chez moi, donc elle a rappliqué. Et là, sont suivies les heures les plus longues de ma vie où on a cherché Mathieu sans avoir de nouvelles pendant très longtemps parce que en fait le concert était le vendredi soir et on a appris son décès le lendemain soir à 22h. Voilà. Donc on a passé 24 heures à se demander où il était. Donc moi j'ai des amis qui se sont mis à le chercher dans les hôpitaux, dans les centres, il y avait des centres d'urgence à la mairie du 11e par exemple. Et donc voilà, j'avais des amis qui me cherchaient, mais on ne le trouvait pas. Et puis à un moment donné, j'ai 2 amis qui se sont postés à école militaire où il y avait une liste actualisée des blessés et des morts. Et en fait, à 22h, le samedi soir, le nom de Mathieu est apparu. Voilà, j'ai un grand souvenir de ce moment où j'apprends la mort de Mathieu. Je suis à nouveau couchée en fait parce que j'avais évidemment pas du tout dormi pendant 24 heures. Et mes parents sont là, ils habitent à la montagne. Je suis de Bourg-Saint-Maurice, je suis pas très loin d'ici, peut-être vous connaissez. Ils avaient fait le trajet pour venir et c'est mon père qui a appris le décès de Mathieu d'abord. C'est mes amis qui l'ont appelé. Et je l'ai entendu marcher dans le couloir et au son de ses pas, à la lourdeur de ses pas, j'ai compris que c'était fini. Et donc il n'a pas eu besoin de le dire parce qu'il s'est assis sur mon lit et je lui ai dit bah voilà c'est terminé et il a juste eu à dire oui. Et moi à ce moment-là j'ai une réaction physique en fait, je sais pas, c'est assez étrange, je sais pas pourquoi je vous raconte ça mais j'ai beaucoup été malade, j'ai vomi. Et ensuite je pense que je suis tout entière entrée dans la sidération. Quand je vais en classe, j'utilise souvent cette image qui me semble être la plus juste, qui est que voilà, on peut imaginer qu'on est chez soi, il y a une coupure de courant, il fait nuit, donc on se relève et on va appuyer sur l'interrupteur, on rallume et en rallumant on se rend compte que plus rien n'est à sa place, tout est cassé, tout est en bordel comme après un cambriolage. C'est le sentiment que j'ai eu à l'annonce de la mort de Mathieu, c'est que voilà, plus rien n'était à sa place. Et dans les jours qu'on suivit, il y a toute une folie qui s'est mise en place, puisque moi j'étais en plus dans un quartier qui était au cœur de Paris, qui avait été touché. C'est une attaque qui était d'ampleur, donc tout le monde était vraiment très très choqué. C'est-à-dire, on sortait dans la rue, les gens étaient tous en état de choc, donc c'était très étrange de vivre mon deuil en même temps que l'irruption de la violence partout, quoi. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que, mais comme pour beaucoup, je pense que, voilà, dans un premier temps, j'ai été vraiment très sidérée. Ça s'explique, il y a un terme psy qui s'appelle la dissociation émotionnelle, vous en avez peut-être entendu parler. C'est que, en fait, c'est un mécanisme de résistance à la folie de notre cerveau qui, en fait, pour accompagner le choc, permet de se décaler un peu de soi. C'est-à-dire qu'à partir du 13 novembre, pendant un grand moment, j'ai pas eu l'impression que c'était moi qui vivais ce que j'étais en train de vivre. C'est un petit peu étrange, mais voilà, dans mon livre, j'ai dit que j'avais l'impression d'être de droner, en fait. Je me regardais faire les choses
Donc ça permet juste de continuer un petit peu. Et puis après ça, j'ai mis en place une stratégie qui était très simple, qui était de me dire, en fait, je ne vais pas avoir d'autre ambition que d'arriver à la fin de la journée en ayant fait tout ce que j'ai à faire. Donc mes objectifs, c'était de me dire, je me lève à l'heure, je mange, je m'occupe de mon enfant, je fais attention à mon ventre, ensuite je vais chercher mon fils à l'école, je lui fais à manger et on se couche. Voilà. Et ça a été vraiment très bête, mais c'est quelque chose qui m'a sauvée en fait, de garder un cadre en fait. J'ai dit que j'étais une athlète du deuil, mais c'est vraiment la façon dont j'ai vécu cette expérience, et de me dire en fait, pour que ma vie continue à aller à peu près, il faut que je fasse attention à moi, et donc j'ai fait ça, j'ai fait très attention à moi. Je vais oublier plein de choses, mais on y reviendra. J'ai passé du temps à Paris comme j'ai pu avant la naissance. Ce qui est difficile quand on est victime d'attentats, c'est que en fait, tout le monde flanche. En fait. On n'est jamais préparé à ça. Alors, on n'est pas préparé à la maladie, on n'est pas préparé à un accident. Mais c'est vrai que là, il y a une sidération collective si grande que moi, c'est vrai que ma famille a beaucoup flanché, en fait. Mes amis ont flanché. Voilà, faire l'expérience de la violence terroriste, c'est quelque chose qui est particulier. Et donc, voilà, j'ai tenu tant bien que mal en me sentant très souvent très seule. On parle des deuils, je pense qu'on va pouvoir en ajouter tout un tas de deuils, mais c'est vrai que moi j'ai fait un peu un deuil de la famille tel que je l'avais, parce que quand il arrive ça, il y a les courageux qui sont là, il y a ceux qui ne le sont pas. On ne sait pas à l'avance qui dans notre famille sera courageux et qui ne sera pas. Ça fait faire des drôles de bilans. Chez les amis, c'est pareil aussi. Voilà, après 4 mois après la mort de Mathieu, je suis partie accoucher à la montagne. Ma fille vient de votre région. Et donc là, je me suis sentie encore une fois sortie de mon cadre, puisque j'étais plus dans ma ville, dans mon appartement. Voilà, mais il fallait que j'ai un peu d'aide pour donner naissance à cette petite. Et très tôt après sa naissance, alors c'est une naissance qui a été merveilleuse en fait. J'avais très peur d'aller accoucher toute seule, c'est quand même un petit peu particulier. Je m'étais dit que je savais en fait que j'allais tenir jusqu'à la naissance. C'est-à-dire à la mort de Mathieu, j'ai su que cette petite fille allait m'aider à tenir jusqu'à sa naissance. Mais voilà, je savais pas comment j'allais l'accueillir. En tout cas, voilà, je me suis dit peut-être que je vais sombrer en fait. Peut-être qu'une fois qu'elle va sortir de mon ventre, je vais... Et la nuit de sa naissance, elle a été vraiment aussi belle que la nuit du 13 a été atroce. J'étais avec une sage-femme avec qui j'avais fait plusieurs rendez-vous avant, qui est devenue évidemment une super amie. On est allés toutes les deux à la maternité et en fait, ma fille s'appelle Thelma. Elle est née assez facilement, elle faisait 3,9 kg, donc c'était un très joli bébé. Elle est arrivée sans qu'il y ait de souffrance. Et ça c'était vraiment chouette parce que je trouvais que j'en avais déjà vécu assez et je suis toujours émue quand je parle de ça, mais voilà, quand on l'a posée sur le ventre, à l'instant où elle a été là, j'ai su que ça irait. Je suis jamais émue, je pense. Voilà, et voilà, et donc quand cette petite fille est arrivée, je suis en train de dire quelque chose de très joyeux en pleurant, tout est normal, on n'est pas à une contradiction près. Très tôt après sa naissance, j'ai eu envie d'écrire, ce qui n'était pas du tout quelque chose que j'avais eu envie de faire avant. Pourtant, on me l'avait beaucoup conseillé, mon thérapeute, des gens autour de moi. Et en fait, j'ai écrit mon premier livre qui s'appelle Nos 14 novembre. Juste après sa naissance, j'ai beaucoup écrit avec Thelma dans le porte-bébé. J'ai plein de selfies où elle est dans mon porte-bébé et je suis en train d'écrire. Et c'est un livre que j'ai écrit assez rapidement. Je ne sais pas d'où il sort ce livre en fait. Je l'ai vraiment écrit en 2 mois, en écrivant seulement le matin, parce que j'emmenais mon fils à l'école le matin à 8h30 et j'avais jusqu'à 11h30 parce que il n'allait pas à l'école l'après-midi. Donc j'avais 3 heures pour écrire et voilà, en 2 mois ce livre est arrivé et je ne l'ai jamais relu, donc vous savez plus que moi ce qu'il y a dedans. Mais voilà, en tout cas je sais que ce livre-là, c'est un livre un peu d'urgence. J'avais envie
d'un lieu pour Mathieu qui soit pas un cimetière. Je trouve ça épouvantablement triste, les cimetières. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est très important, mais moi j'y vais assez peu, et à chaque fois que j'y vais, je me demande un peu ce que je fous là. Je finis par regarder les fleurs chez les autres, toucher des cailloux, faire ça avec le pied. Mais en tout cas, il me semble que, en tout cas, mon Mathieu n'est pas là, donc j'ai écrit pour lui offrir un tombeau qui soit plus juste. Je trouve que c'est un bel endroit, un livre pour les morts. Et puis c'était aussi une trace que je voulais laisser à mes enfants, qui sachent d'où ils venaient. Et je savais aussi que j'allais perdre les souvenirs. Donc c'était l'histoire de consigner tout ça. Après tout ça, c'est long, hein, mais je vais faire le plus vite possible. Après tout ça, je suis revenue à Paris. Donc là, on est en 2000. Moi, je suis nulle avec les dates. Mais en 2016. Je reviens quelques mois après la naissance de ma fille à Paris. Et là, qu'est-ce qui se passe pendant ce... je continue à faire ce que j'ai à faire. J'ai une très grande attention à mon deuil, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, j'ai fait très attention à moi pour que je puisse être en mesure de faire attention à mes enfants. Donc ça a été très important. Et ce qui a été important pour moi à ce moment-là, c'était de mettre à distance l'actualité. Donc c'est un truc un peu étrange, mais la nuit du 13 novembre, j'ai éteint la télé, j'ai éteint la radio, je n'ai plus jamais rien lu, alors que je travaillais dans la communication, j'étais vraiment normalement tout le temps en train de lire l'actualité, j'avais un rapport assez compulsif à ça. Et en fait, j'ai vécu pendant 6 ans, je vous dis 6 ans parce que c'est le moment où commence le procès, sans rien lire ni savoir. Donc en gros, j'ai passé 6 ans à faire le tour de mon deuil, à essayer d'accepter ce qui m'était arrivé, mais à mettre complètement à distance les circonstances dans lesquelles Mathieu était mort. En gros, je me suis dit, ok, Mathieu est mort, mais l'information selon laquelle il avait été assassiné par des terroristes, j'étais pas prête, j'ai pas pu. La chose que j'ai faite quand même juste après la mort de Mathieu, c'est que je me suis portée partie civile. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais voilà, c'est porter plainte, c'est se déclarer comme victime, et c'est avoir accès au dossier pour avoir les informations, et surtout être présent au procès, être partie prenante, quoi. Je l'avais fait de façon complètement mécanique parce que c'est des proches de ma famille qui m'avaient dit de le faire, donc j'ai signé 3 papiers. Mais je m'étais dit que si je me portais partie civile, mes enfants auraient accès au dossier si eux avaient envie d'avoir les informations. Donc pendant tout ce temps où moi je m'occupe de mes enfants, que j'ai écrit un livre, etc., l'enquête avance. Et donc j'ai une avocate qui m'envoie à intervalles réguliers des mails pour me dire « Bonjour Aurélie, l'enquête de police avance, je sais que vous ne voulez pas les infos, mais si vous voulez, on les a. » Et vraiment très régulièrement, elle m'envoyait des messages comme ça. Et je lui ai vraiment jamais répondu. Et un jour, on est au printemps 2020, je pense. Je suis nulle avec les dates, je l'ai déjà dit. Voilà, c'est à peu près ça. Mon avocate m'appelle et là, comme elle ne l'avait jamais fait, je me suis dit que c'était grave. Donc j'ai pris l'appel et elle m'a dit que, quasiment en ces termes, que l'enquête était terminée, qu'elle avait duré 6 ans, qu'un procès allait avoir lieu, qui commencerait à l'automne, et qu'il aurait lieu avec ou sans moi, mais qu'il était quand même peut-être temps que je m'intéresse à cette histoire, et que j'habite pas très loin du palais de justice, donc elle m'a dit si c'est le moment peut-être. Et donc j'ai raccroché en me disant bon, ok, bien. Et j'ai passé l'été à me dire qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Et en fait, je crois que j'ai passé l'été à me dire qu'il était temps qu'effectivement je me connecte à cette histoire-là, qu'il n'y a pas deux chemins, en fait. Il n'y a pas le chemin du deuil et le chemin du terrorisme, qu'en fait, à un moment donné, ces 2 histoires se rencontrent et que c'est à moi de faire le boulot pour que ça fasse un seul chemin. Et le procès commence en septembre 2020, je crois, non 21. Le premier jour, j'y vais un peu malgré moi. Je ne sais pas, vous avez lu le livre, je crois, mais moi j'étais très proche d'une autre victime qui s'appelle Antoine. C'est la seule personne que je connaissais avant le procès. C'est quelqu'un qui a aussi écrit un livre et on a été très très proches. On s'est beaucoup écrit, on s'est pas mal vu. Et on s'était mis d'accord sur le fait qu'on allait vivre l'aventure du procès ensemble. Simplement, lui voulait aller au procès le premier jour et pas moi. Moi, j'avais peur. J'avais peur
la cohue, je savais qu'il y aurait beaucoup de monde, je savais qu'il y aurait beaucoup de journalistes, je savais qu'il y aurait beaucoup de tensions. Et donc, je m'étais dit que je serais probablement plus prête à aller au procès quand ça aurait un petit peu commencé et que ce serait plus simple, quoi. Et donc, le premier jour, en fait, on boit un verre avec Antoine avant le procès. Comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais qu'on s'est écrit tout l'été, on parle. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte que le procès a déjà commencé et on est loin du compte, quoi. Et donc, il me demande de l'accompagner, parce que je connais le chemin. Et donc, je l'accompagne. Et quand on arrive devant l'enceinte du palais de justice, il faut imaginer, je ne sais pas si vous connaissez Paris, mais le procès des attentats, il a duré pendant 10 mois. Il a eu lieu dans l'ancien palais de justice de Paris, qui est sur l'île de la Cité. Donc, c'est littéralement une île dans Paris. C'est-à-dire que la Seine passe de part et d'autre. Et en fait, je pense que pendant 10 mois, ça a été, après le Pentagone, l'autre lieu le plus sécurisé au monde, quoi. C'est-à-dire que le premier jour où on arrive, il y a des snipers sur le toit, des policiers sur des bateaux pneumatiques sur la Seine. Enfin, c'est vraiment extrêmement angoissant. Les mecs avec des gros gilets pare-balles. Et donc, nous, on arrive comme deux clampins. Enfin, moi, j'étais juste descendue boire un café, donc j'avais juste mes clés. Et là, je comprends qu'Antoine n'a pas ses papiers, n'a pas sa convocation, donc il n'a aucune chance de rentrer, en fait. Donc je reste avec lui en me disant, je le récupère quand il se sera fait rejeter, quoi. Sauf qu'en fait, ce qui a été très étrange, c'est que ces gros monsieur avec leurs gros gilets pare-balles, je sais pas, j'ai jamais eu de débrief, quoi, mais en tout cas, est-ce qu'ils nous connaissaient, est-ce qu'ils avaient une liste, je ne sais pas. En tout cas, ils nous ont accompagnés et je me suis retrouvée malgré moi dans la salle d'audience. Qui était elle aussi dans un dispositif qui était exceptionnel, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du vieux palais de justice, ils ont pour l'occasion créé une salle où il y avait 500 places, parce que dans le tribunal, il n'y avait pas de salle aussi grande, pour pouvoir accueillir, il y avait 2500 parties civiles quand même. Donc ils ont créé une salle très grande. Donc moi j'arrive dans cette salle et là, c'est un choc pour moi. Et après, ça ira plus vite. C'est un choc pour moi parce que je m'assois, j'ai ça très clair en tête comme le temps qui était le jour du 13 novembre. Je suis au fond de la salle. L'audience n'a pas encore commencé et devant moi, il y a 500 personnes. Il y a 500 personnes qui portent un badge avec écrit partie civile dessus. Et ce qui se passe pour moi à ce moment-là, c'est que je comprends que je ne suis pas toute seule, en fait. C'est-à-dire que j'avais tout coupé, je pensais qu'il n'y avait qu'Antoine et moi sur cette drôle de planète qui était la vie post-attentat. Et là, je comprends que non, en fait, on est très 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 nombreux à s'être brûlés à la même flamme que la flamme du 13 novembre. Et là, je commence à faire une sorte d'inventaire un peu funèbre, mais à me dire qui a vu quelque chose, qui a entendu, qui est blessé, qui a perdu quelqu'un, un frère, une sœur, un enfant. Et ça, c'est un moment très, très important pour moi, de découvrir le collectif. C'est une sonnerie, ça? C'est pas... on ne doit pas danser. Voilà. Et après, le premier jour d'audience, les accusés doivent... c'est toujours pareil, il y a vraiment tout un cérémonial. Les accusés doivent se lever pour se présenter. Donc, ils disent leur nom, leur prénom, leur âge, leur profession, leur lieu d'habitation. Et donc là, un par un, les 14 accusés se lèvent pour dire qui ils sont. Et donc là, je découvre en fait qu'il y a 14 accusés, que ces gens-là ont, de près ou de loin, fomenté un attentat qui a causé la mort de celui que j'aimais. Et donc là, je prends contact avec mon traumatisme, en fait, de me dire, oui, en fait, Mathieu, il n'est pas que mort, il a été assassiné. Et après ça, le président fait la liste des parties civiles, et dans laquelle il donne des centaines de noms, en fait. Et dans ces noms, il y a aussi des victimes décédées, je crois. Hein. Et donc là, je me dis, voilà, on convoque en plus les fantômes. Donc le premier jour du procès, je me prends le collectif, mon traumatisme et la protection des fantômes. Donc là, je comprends que je vais passer un temps infini. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai passé 10 mois dans cette salle d'audience à écouter des tonnes de choses très difficiles, à voir des images vraiment épouvantables. On a passé 10 mois à décortiquer quelques minutes, enfin un peu plus que ça, mais d'une nuit d'horreur. 10 mois, c'est vraiment extrêmement long. Donc on a entendu tout un tas de gens. On a entendu des policiers, on a entendu les
victimes, mais on a aussi entendu les accusés, on a entendu leurs familles, on a entendu des chercheurs, des politiques, c'était assez invraisemblable. Et chemin faisant, voilà, j'ai rencontré tout un tas de gens qui m'ont permis de comprendre que voilà, j'étais pas seule, qui ont aussi mis des mots. Faire récit, c'est très important en fait quand on vit un traumatisme. En parler, être capable de structurer sa pensée autour d'une chose folle, c'est quelque chose de très puissant en fait psychologiquement. Et donc en même temps que ça a été très dur, ça a été très beau pour moi. Et juste après le procès, donc là je passe vite, on y reviendra si vous avez des questions. Après le procès, en fait, j'ai eu besoin cette fois-là d'écrire. L'expérience de mon deuxième livre est vraiment très très différente de l'expérience du premier. J'ai écrit Déplier le cœur en ayant besoin de... J'avais l'impression qu'il fallait que je range, que ma tête était vraiment en bazar, quoi, qu'il fallait que je range les choses. C'était toujours compliqué de relier mon histoire avec Mathieu, l'histoire du procès, ce qui s'était passé pendant les audiences, parce que c'est quand même difficile de digérer tout ça. Et donc l'écriture, ça m'a quand même permis de comprendre quelque chose, en fait. Voilà. Et donc c'est vrai que je suis toujours très heureuse de me rendre compte que ce petit truc-là que je fais pour moi, en essayant de bidouiller, voilà, se retrouve à être lu par des gens comme vous. Donc voilà. Et je sais pas, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est bien, non? C'est très bien. C'était long, hein? Non, c'est très bien. Très bien. Ah oui, non, ouais. Non, je peux quand même dire que j'ai témoigné au procès. C'était pas quelque chose que je pensais faire au départ, évidemment, puisque je pensais pas y aller. Et en fait, quand j'ai témoigné, mon texte a été publié. Et en fait, il a eu une grande viralité pendant tout un week-end. Les gens ont lu mon texte. Et c'était très étonné parce que j'avais pas compris que la journaliste allait le publier. Et je pensais pas que... moi, j'avais écrit mon texte pour moi, pour ma famille qui serait là. Et j'ai été très étonnée de me rendre compte qu'en fait, il a touché tout un tas de gens. Donc, je voyais les gens transférer sur Facebook, Instagram en mettant des mots. Et ça a été un moment qui a été important pour moi parce que j'ai compris que mon histoire, elle faisait partie d'un tout et que en fait, j'étais un témoin. Et que voilà, soit je m'emparais de ça, soit je le laissais filer, mais j'ai décidé de m'en emparer, d'accepter d'être un témoin, et c'est comme ça que j'ai rejoint la FDT et Chantal pour les actions éducatives. Voilà, à la fin du procès, ouais. Je me suis dit, bon, en fait, c'est d'accord, j'accepte d'être témoin. Voilà. Alors c'est un petit peu étrange, mais on va passer sans transition à Charlotte. Et ensuite, on leur posera des questions toutes les deux. Alors, bonjour à toutes et à tous. Jacques Beau était dans la ligne, c'est-à-dire quand il s'intéressait au terrorisme. C'est son sujet. Excusez-moi. Alors, donc moi j'étais professeure au collège du Bois d'Aulne, puisque c'était son nom. Maintenant il s'appelle Collège Samuel Paty. Ça faisait 9 ans que j'étais professeure dans ce collège au moment où l'attentat a eu lieu. Et donc Samuel Paty est arrivé dans ce collège 3 ans avant l'attentat, donc j'ai été sa collègue durant 3 ans. Alors Samuel Paty, c'était un professeur qui était très apprécié de ses élèves, qui s'investissait dans énormément de projets. Donc par exemple, il a créé une journée médiévale. Donc tous les ans, il invitait des combattants à l'épée. Il avait invité un groupe aussi de musique arabo-andalouse. Et donc voilà, il avait ses projets. Il accordait beaucoup d'importance au relationnel avec les élèves. Il prenait soin de ses élèves et il se préoccupait vraiment du bien-être de ses élèves. Et il était connu pour avoir beaucoup d'humour aussi. Il faisait des blagues en cours. Alors moi, j'ai un humour pas toujours apprécié. Enfin, voilà, un humour un peu spécial, on va dire. Voilà, mais beaucoup d'humour. Du coup, donc moi on a eu des classes en commun, voilà, on a fait des projets en commun. Donc en octobre 2020,
Moi, j'entends parler de ce cours et des problèmes que ce cours a engendré avec des parents d'élèves au début. J'en entends parler environ une semaine avant l'attentat. Les cours en question ont eu lieu 10 jours, un peu plus de 10 jours avant l'attentat. Sauf que, voilà, moi, j'en ai pas entendu parler tout de suite. Samuel Paty en a parlé à un collègue dont il était très proche, un collègue professeur d'histoire géo qu'on voit d'ailleurs dans Crayon Noir, qui s'appelle David Roudot, mais il n'en a pas parlé à d'autres collègues. Et donc moi j'en entends parler le jeudi parce que je vois une mère d'élève très énervée quand j'arrive au collège. C'est la mère de la jeune fille qui a menti à ses parents et qui a raconté qu'elle avait été exclue du cours de Samuel Paty parce qu'elle s'était opposée au fait qu'il montrait des caricatures. Sauf que c'était faux, elle n'était pas présente lors de ce cours. Ses parents l'ont cru, ont cru à son mensonge, et donc sa mère arrive au collège très énervée. Et moi j'arrive au collège à ce moment-là, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Je connais cette mère d'élève parce que voilà, sa fille a énormément de problèmes de discipline. C'est une famille qui est connue au collège, elle a eu des grandes sœurs aussi. Voilà, cette famille a des relations compliquées avec les enseignants, avec le collège. Donc bon, je suis pas très étonnée de la voir là, mais au début je ne sais pas exactement pourquoi elle est là. Et puis bon, c'est en discutant avec des collègues que finalement j'apprends qu'il y a un problème lié à un cours que Samuel Paty aurait fait. Moi je lui propose de l'accompagner en tant que collègue pour le soutenir lors des rendez-vous avec les parents d'élèves. Il refuse ma proposition parce que lui il savait qu'il était dans son bon droit et qu'il n'avait rien à se reprocher. Donc voilà, alors je vais passer assez vite là-dessus, mais il y a eu quand même oui, des débats entre professeurs suite à ce cours. Moi, j'étais représentante de mes collègues et il y a une chose qui me tenait vraiment à cœur, c'est le soutien qu'on se doit entre professeurs. Donc c'est pour ça que je lui ai proposé mon aide. Et pour moi, en fait, on pouvait discuter du bien fondé d'avoir montré cette caricature, pourquoi avoir choisi ce support-là. On pouvait en discuter, c'est des débats pédagogiques qu'on a entre professeurs à longueur de temps. Par contre, soutenir un collègue quand il en discutait, pour moi, c'était le plus important. Voilà. La fin de semaine arrive, le week-end arrive, et le dimanche soir, Samuel Paty envoie un mail à tous les professeurs du collège, en revenant sur les faits, et en nous donnant l'information qu'il est menacé par des islamistes locaux, ainsi que l'ensemble du collège. Et donc ce mail qu'il nous a envoyé a créé un effet vraiment de terreur. Chez tous les professeurs, on n'avait pas conscience de la menace, en fait, que ce cours, en fait, donc vous l'avez vu dans Crayon Noir, donc, le père de l'élève a fait plusieurs vidéos avec un militant islamiste, et ces vidéos, en fait, ont commencé à prendre beaucoup d'importance sur les réseaux sociaux. Certains collègues avaient vu la vidéo, mais pas tous. Voilà, on n'était pas au même niveau d'information. Mais dimanche soir, quand Samuel Paty nous a envoyé ce mail à tous, voilà, on s'est rendu compte vraiment à ce moment-là, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a pris conscience de la menace qui pesait sur l'établissement. Donc quand on est arrivé le lundi matin au collège, on était terrorisés. On discutait par exemple de comment fuir en cas d'intrusion dans l'établissement. Voilà, on imaginait des scénarios. Mais bon, Samuel Paty continuait à venir travailler parce que pour lui c'était important. Voilà, il était fier de son cours, il ne remettait pas en question ce qu'il avait fait. Et donc, si notre collègue continuait à venir travailler, nous n'avions pas de raison de nous arrêter. Et puis, c'est vrai que la police était déjà informée de la situation et on nous avait rassurés par rapport à ça en nous disant que tout était sous contrôle. On n'était quand même vraiment pas bien. Voilà. Donc la semaine s'est passée et nous, tout ce qu'on attendait, c'était le début des vacances de la Toussaint.
parce qu'on savait qu'à ce moment-là, tout s'arrêterait, enfin voilà, il n'y aurait plus de menaces. Et Samuel Paty lui-même, je pense qu'il a vécu cette semaine dans l'attente vraiment du vendredi 16 et du début des vacances. Donc le vendredi 16 arrive, je rentre chez moi à 17h. Alors il faut savoir que moi j'étais professeure principale et professeure de français d'une classe de 3e dans laquelle 2 élèves ont participé à l'attentat en montrant Samuel Paty aux terroristes. Cette classe, je l'ai eue durant l'après-midi du vendredi 16 octobre et j'ai beaucoup repensé au dernier cours que j'ai eu avec ces élèves parce que je vais pas vous expliquer exactement pourquoi, mais je me suis sentie un peu coupable. Je me suis dit, voilà, quand même que j'étais responsable de l'éducation de ces élèves-là et que j'avais sûrement loupé quelque chose. Bon. Donc ce dernier cours, voilà, avec les 3e le vendredi après-midi, je m'en souviens encore. Et je me souviens aussi du moment où j'ai quitté le collège à 17h, donc quelques minutes avant l'attentat. Je suis partie, moi j'ai tourné de l'autre côté, du côté inverse de celui où Samuel Paty, lui, était passé. Et j'ai un collègue de PS qui, lui, a pris, est parti de l'autre côté. Et ce collègue de PS a assisté à l'attentat, c'est-à-dire qu'il est passé dans la rue au moment où Samuel Paty se faisait assassiner. Donc, ce qui a provoqué bien sûr un immense traumatisme chez lui. Et c'est pareil, en fait, je ne peux pas m'empêcher de me dire si j'avais pris un autre chemin, si j'étais passée dans la rue à ce moment-là, comment j'aurais réagi, est-ce que j'aurais pas pu empêcher quelque chose. Alors bien sûr que la réponse est non, j'aurais rien pu empêcher, mais en fait, ces pensées que l'on a, elles sont liées à la culpabilité, qu'on appelle la culpabilité du survivant, la culpabilité d'avoir survécu. Je me suis aussi beaucoup dit, et ça a été quelque chose qui a été long à réparer, que j'aurais pu être à la place de Samuel Paty. Notamment par rapport au rôle des élèves. Donc on a eu 5 élèves qui ont accepté de l'argent de la part du terroriste contre le fait de le montrer à la sortie du collège. Et donc sur ces 5 élèves, moi j'en avais 2. Voilà. Et puis donc il y a la jeune fille qui a menti. Donc le 16 octobre, je rentre chez moi et j'apprends cet attentat vers 18h. Au début, on était dans l'incrédulité, on n'y croyait pas. Et puis, quand je dis on, c'est mes collègues et moi, on était en contact sur les réseaux sociaux. Et au bout d'un moment, en recoupant les informations, on arrivait à l'évidence qu'en effet, c'était notre collègue. Et finalement, ça ne nous a pas tant surpris que ça, puisqu'on vivait depuis une semaine dans la peur. Et on avait ce scénario en tête. Alors, je dis ça ne nous a pas tant surpris que ça, dans le sens où oui, on savait que ça pouvait arriver, mais bien sûr, ça a été un choc immense au moment où on l'a appris. Voilà, on a tous ressenti un choc immense. Moi, je suis tombée par terre et j'ai fait une crise d'angoisse sur le moment. Et la première idée que j'ai eue, c'était de retourner au collège. Je me suis dit, il faut que j'y retourne, comme si ça allait changer quelque chose. J'ai passé la soirée sur les réseaux sociaux à essayer d'obtenir des informations. J'ai tout de suite voulu comprendre ce qui s'était passé. C'est ce soir-là, cette nuit-là, que je suis tombée sur la photo de la décapitation de mon collègue sans le vouloir. Je me souviens qu'au moment où j'ai vu cette photo, je n'ai pas reconnu le visage de mon collègue et je me suis dit que ça devait être un montage. Mon cerveau n'a pas voulu comprendre cette information. Enfin, voilà. On a convenu de se donner rendez-vous dès le lendemain au collège avec les autres professeurs. Tout de suite, donc, une cellule psychologique a été mise en place et donc on s'est retrouvés. Très rapidement, des gens sont venus devant le collège apporter des messages, déposer des messages, des fleurs. Beaucoup d'élèves sont venus aussi. On était dans un état de sidération et de dissociation, comme Aurélie en a parlé tout à l'heure. Moi, j'avais l'impression de ressentir aucune émotion. J'étais comme complètement coupée
mes émotions, j'agissais mécaniquement. En fait, je me souviens qu'on était allé acheter des sandwichs pour le déjeuner. Et voilà, on allait acheter nos sandwichs. C'est complètement absurde quand j'y repense. Mais voilà, c'était un moyen de continuer à avancer, à vivre. Et donc moi, je suis retournée tous les jours au collège après l'attentat, pendant le début des vacances, jusqu'au jour de la cérémonie à la Sorbonne, à laquelle 5 professeurs ont pu assister. Je me suis portée volontaire pour y assister. Donc cette cérémonie d'hommage national qui a été organisée pour Samuel Paty. C'était important pour moi de pouvoir y participer parce que je sais combien les cérémonies en fait sont importantes dans les étapes du deuil. Voilà, moi j'ai perdu ma maman je suis assez jeune, et je me souvenais en fait de par quelles étapes j'étais passée pour surmonter ce deuil-là. Je me souvenais aussi que le fait d'agir, d'être dans l'action m'avait énormément aidée. Et c'est pour ça que je suis retournée tous les jours au collège après l'attentat pour parler aussi tout de suite avec des psychologues, essayer de mettre des mots sur ce que je ressentais, et puis mettre en place des actions. Donc par exemple organiser une marche blanche, voilà, organiser cette cérémonie à la Sorbonne, écrire un communiqué de presse avec mes collègues, ce genre de choses. Ça nous faisait du bien d'être ensemble. C'était des moments où on pouvait échanger, discuter, et puis on était dans l'action. On n'était pas figé, on ne subissait pas ce traumatisme. Donc la cérémonie à la Sorbonne est arrivée, ça a été très très violent quand même. De voir en fait le cercueil de Samuel Paty, pour moi, ça a été un choc, et j'ai à nouveau fait une crise d'angoisse à ce moment-là. Mais c'était important pour moi d'y être. Voilà, donc ensuite les vacances de la Toussaint sont arrivées, et donc on a dû reprendre nos élèves à la rentrée. Alors au début on devait les reprendre le lundi, et finalement on a réussi à avoir une journée de préparation entre professeurs, déjà pour se retrouver, puisque certains n'avaient pas remis les pieds au collège depuis l'attentat. Donc se retrouver ensemble, avoir un moment de recueillement, et puis réfléchir à ce qu'on allait pouvoir mettre en place pour accueillir nos élèves, quel mot on allait pouvoir trouver pour les accueillir. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc le lendemain, le mardi, on les accueille par tranche de 2 heures. On était chaque fois 2 professeurs accompagnés de psychologues. Bon, pas toujours, il n'y avait pas toujours assez de psychologues pour nous accompagner. C'était un moment très difficile parce qu'on devait être solide pour nos élèves, essayer de trouver les mots justes tout en étant nous-mêmes traumatisés. Il a fallu vraiment qu'on prenne sur nous, mais c'était important qu'on soit là pour eux. Le plus difficile pour moi, ça n'a pas été ce moment-là, même si on a dû faire face à des réactions parfois complètement décalées d'élèves qui approuvaient ce que le terroriste avait fait. Il faut vous dire que beaucoup d'élèves ont cru, donc bien sûr, à la rumeur selon laquelle Samuel Paty avait exclu cet élève de cours. Et aussi, il y a une autre rumeur un peu plus large que ça qui s'est disséminée dans le collège, selon laquelle Samuel Paty était donc islamophobe, raciste. Et au moment où on retrouve nos élèves, il y en a encore qui croient à cette rumeur. Et même certains y ont cru plusieurs mois après l'attentat. Je vous parlerai du moment où l'AFVT est intervenu dans notre collège à ce moment-là, donc plusieurs mois après l'attentat, certains élèves croyaient encore à cette rumeur. Donc nous avons été confrontés à des réactions très violentes d'élèves, et c'était vraiment difficile pour nous à vivre. Le plus dur pour moi a été de reprendre les cours dès le mercredi, donc dès le lendemain de ce moment de recueillement, comme si de rien n'était en fait. Redevenir professeur de français, refaire des cours de grammaire, pour moi ça n'avait aucun sens. Mais je l'ai fait. Je ne suis pas arrêtée de travailler, j'ai continué à aller travailler tous les jours parce que j'avais peur de m'effondrer en fait si je restais chez moi. Et puis ça me permettait de retrouver mes collègues, ceux qui avaient vécu la même chose que moi, ceux avec qui je pouvais parler, échanger. On était là aussi pour les élèves, bien sûr, il fallait qu'on soit là pour eux. Mais pendant plusieurs mois, on a eu du mal à parler aux élèves. En fait, après ce mardi, on les a retrouvés, on n'a pas reparlé de ce qui s'est passé. Pourtant, ça pesait en fait sur l'établissement, c'était lourd. Je ne sais pas comment vous dire, on n'arrivait pas,
c'était un deuil indicible en fait, très pesant. J'avais l'impression moi de travailler dans une sorte de mausolée. Vous savez, un mausolée, c'est un établissement qui recueille des morts. Donc il y avait cette présence invisible de Samuel Paty avec le traumatisme de l'attentat. Mais le quotidien devait continuer, quoi. Malgré tout, on devait avancer, et ça a été très dur pour moi à vivre. J'avais vraiment un sentiment d'absurdité, en fait. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? À quoi je sers? Pourquoi on étudie ces textes de littérature? Quel sens ça a? Et l'AVT, l'Association française des victimes du terrorisme, est venue un soir de novembre, donc c'est quelques semaines après l'attentat. Au début, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que cette association? Pourquoi ils viennent nous voir? Ils sont gentils, mais on n'a pas besoin de ça. On ne se sentait pas légitime de revendiquer notre statut de victime. On se disait, les victimes, c'est la famille de Samuel Paty, c'est pas nous. Et pourtant, on le ressentait dans notre corps, dans notre esprit, qu'on était victime. On savait qu'on était traumatisé, mais on trouvait ça indécent de le revendiquer. Et c'est eux les premiers, donc des victimes d'attentats, des proches de victimes d'attentats qui sont venus nous voir et qui nous ont dit, vous êtes victimes. Et alors pour moi, ça a été un soulagement immense d'entendre ces mots. Et je suis d'une reconnaissance infinie à l'AVT. Ça a été un premier élément, voilà. Et tout de suite, Chantal nous a proposé de venir faire des interventions dans nos classes. Et donc en priorité, les classes où il y avait donc les élèves qui avaient été mis en examen. Parce qu'à ce moment-là, au mois de novembre, donc on avait un certain nombre d'élèves qui avaient été mis en examen. En fait, ces élèves, ils ont disparu au fur et à mesure de nos classes. C'est-à-dire que sur 5 élèves, excusez-moi, c'est un peu difficile de se souvenir de cette période, mais sur 5 élèves, il y en avait 4 qui étaient devant nous le mardi quand on a retrouvé nos élèves. Sauf que nous, on ne savait pas, en fait. Nous, les professeurs, on ne savait pas qu'ils étaient impliqués dans l'attentat. Donc on les a accueillis. On a pris sur nous pour les accueillir. Et pendant les semaines qui ont suivi, donc on avait des élèves qui disparaissaient de nos cours. On savait qu'il y en avait qui étaient interrogés par la police. On a commencé à comprendre que certains de nos élèves étaient impliqués dans l'attentat à ce moment-là. Et il y a des élèves qui ne sont plus jamais revenus. Mais comme il y avait le secret de l'instruction, de l'enquête, la police ne pouvait pas nous informer officiellement que un tel était mis en examen pour complicité. Alors je ne sais plus exactement quel était le motif, mais bon, pour avoir aidé le terrorisme. Donc c'est nous qui l'avons déduit en lisant des articles dans la presse et en voyant les initiales de nos élèves. On a fait le parallèle avec les listes de nos élèves de nos classes. Et c'est nous aussi qui avons dû l'annoncer à leurs camarades. Et ça a été très difficile, parce qu'en fait, on était seuls face à eux, face à des choses qui sont très difficiles à expliquer. Et donc, moi, j'ai commencé à... Une fois qu'on a compris ça, on a commencé à regarder nos élèves avec énormément de méfiance. On s'est dit que ce qu'ils avaient fait à Samuel Paty, ils auraient pu nous le faire aussi. Donc moi, ça a créé une véritable coupure, une véritable rupture vis-à-vis de mes élèves. La seule chose qui m'a permis de recréer du lien avec eux, c'est l'intervention de l'AVT dans ces classes. Donc l'AVT est arrivée et enfin, grâce à l'intervention de cette association, on a pu reparler de ce qui s'était passé. Les élèves ont pu comprendre qu'ils avaient cru à une rumeur infondée. Ils ont compris ce que leurs camarades avaient fait. Ils ont pu le dire. Et ça a été vraiment quelque chose qui a recréé du lien avec nos élèves. Ensuite, donc, il y a eu le premier hommage que vous pouvez voir dans le documentaire qui a eu lieu donc, en octobre 2021. Ça a été aussi un moment important parce que ça a été vraiment le premier moment où on a reparlé collectivement de ce qui s'était passé. Finalement, pendant 1 an, on n'en a pas reparlé avec nos élèves.
sauf dans les classes où la VT est intervenue. Donc le moment de l'hommage, c'est un moment qui est très fort, c'est un moment où on arrive à recréer du collectif au sein du collège. Un collectif autour d'un traumatisme qu'on a vécu, que les élèves ont vécu, que nous avons vécu. Et on s'adresse à eux. Alors c'est vrai qu'on s'excuse dans ce discours. On s'excuse alors que ils ont cru à la rumeur. Parmi nos élèves, certains ont montré notre collègue au terroriste. Mais on s'excuse de ne pas avoir réussi à trouver les mots pendant un an. Parce que bon, c'est vrai que c'est nous on est leurs éducateurs et voilà. Mais on était tellement mal qu'on ne pouvait pas, on n'y arrivait pas. Bon, ensuite, pendant donc des années, la FVT a continué à venir au collège, à faire des actions. On a aussi fait des actions avec l'association Cartooning for Peace, qui est une action qui travaille sur le dessin de presse et la caricature. Donc voilà, on a mis en place toute une série d'actions au sein de l'établissement. La dernière chose dont je peux parler là, au niveau du lieu de ce collège, c'est le changement de nom qui est intervenu l'année dernière. Donc le collège a été rebaptisé Collège Samuel Paty. Alors en fait, on en a beaucoup, ça a été vraiment un sujet de débat parce que certains élèves refusaient ce changement de nom. Non pas parce qu'ils ne voulaient pas rendre hommage à Samuel Paty, mais parce que le simple fait d'entendre ce nom ravivait le souvenir de ce traumatisme, de cet attentat, et c'était trop difficile pour eux. Donc en fait, on s'est mis d'accord sur le fait d'attendre que tous les élèves qui étaient présents au collège au moment de l'attentat soient partis. Et c'est ce qu'on a fait, et on a rebaptisé le collège, on a organisé une belle cérémonie qui avait du sens pour nous. Et pour moi, c'était très important en fait d'inscrire cette histoire, d'inscrire cet attentat dans l'histoire de l'établissement et de graver finalement, pardon, excuse-moi, j'ai du mal à trouver des mots, mais que ce soit écrit quelque part. C'était une manière de déposer en fait quelque chose en renommant cet établissement. Donc voilà, alors moi j'ai demandé ma mutation, je suis partie du collège et je pense que j'ai attendu aussi que le collège soit renommé pour demander ma mutation parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Il y a eu également 3 procès. Donc le premier procès, ça a été le procès des élèves. C'était un procès à huis clos parce qu'ils étaient mineurs au moment des faits. C'est un procès qui était très important parce que c'était nos élèves. Et il a duré 2 semaines. Il nous a permis quand même de comprendre. Alors on n'a pas eu toutes les réponses à nos questions, hein, mais il nous a permis quand même de comprendre les facteurs qui ont amené ces élèves à commettre ces faits. Il y a eu ensuite un premier procès l'an dernier, le procès des adultes, auquel j'ai assisté pas entièrement, parce qu'il durait 1 mois et demi. C'est important les procès, comme le disait Aurélie, parce que ça permet de remettre les choses dans l'ordre, de donner du sens à ce qui n'en avait pas forcément. Enfin, voilà, ça permet de remettre tout à sa place. Donc c'est un moment qui est très important pour comprendre ce qui s'est passé, mettre du sens sur ce qui s'est passé. Et donc il y a eu un procès en appel là en début d'année auquel j'ai un peu assisté. Je vais terminer par une dernière chose. Comment on se reconstruit? Alors là, je vais parler de moi parce que j'ai beaucoup parlé du collège et de ce qu'on a vécu au niveau du collectif des professeurs et du collège. Individuellement, comment on se reconstruit? Pour moi, donc je vous disais par la parole, par l'aide des psychologues, mais aussi témoigner, à travers un documentaire, à travers le roman graphique Crayon Noir. Moi, j'ai rencontré Valérie Gounet, qui est l'historienne qui a créé le scénario de ce roman graphique. Et ça m'a fait énormément de bien de pouvoir témoigner, de pouvoir raconter à quelqu'un. Ça m'a permis moi aussi de prendre du recul par rapport à ce que j'avais vécu et de mettre du sens là-dessus. Donc témoigner au procès aussi. Donc moi j'ai témoigné au procès des élèves, et à nouveau là lors du procès en appel des adultes.
L'écriture aussi, j'ai ressenti, comme Aurélie, le besoin d'écrire des textes que je partageais avec mes proches. Et c'est un moyen pour moi aussi de leur expliquer ce que j'avais vécu. Et puis l'action, le fait d'être dans l'action, de mettre en place donc des cérémonies, des actions éducatives. L'action, c'est vraiment un moyen de ne pas subir ce qu'on a vécu, mais de reprendre en fait possession de sa vie. Voilà. J'aurais encore plein de choses à vous dire, mais je pense que j'ai été bien longue déjà. Donc vous n'hésiterez pas si vous avez des questions. Et comme Aurélie l'a dit, il n'y a vraiment aucune question taboue. Voilà. Merci beaucoup, Charlotte. Écoutez, on a eu des témoignages, moi je trouve très complets et très très intéressants. La parole est à vous, chers élèves. J'espère que vous n'allez pas être intimidés. Je ne le crois pas, étant donné la participation de la semaine dernière. Qui veut bien poser une première question? Déjà, tout d'abord, je vais vraiment vous remercier parce qu'il faut une chance énorme qu'on a pu nous avoir aujourd'hui. Donc, je vais vous remercier au nom du comité de l'action. Et pour vous, Madame Sylvestre, l'écriture a-t-elle été pour vous une sorte de refuge ou un moyen de comprendre, une manière de continuer à avancer malgré tout? Et comment avez-vous donc choisi les mots justes pour évoquer une douleur aussi profonde sans la trahir ni la simplifier? Vous avez 2 heures, madame. Oui, c'est ça. C'est un sujet de dissertation. Oui, bah, c'est compliqué. Je l'ai un peu dit pendant mon témoignage. J'ai eu 2 expériences d'écriture qui sont très différentes. Je dirais même 3 avec l'écriture de mon témoignage. Mon premier livre et mon témoignage, ça s'est vraiment écrit tout de suite, très vite. C'est comme si tout était déjà là et que j'avais vraiment besoin que ça sorte. En fait, il y avait un truc de transmission très rapide. Et le second était plus dans un besoin de comprendre, en effet. On m'a souvent demandé si... on m'a dit qu'il fallait que j'écrive pour que ça me fasse du bien. Je trouve que c'est beau comme idée et je peux l'entendre, mais moi, c'est pas quelque chose qui me fait du bien d'écrire. Je trouve ça très difficile. Et même quand c'est rapide, c'est-à-dire que c'est quand même très engageant, quoi. Raconter ce que moi j'ai vécu, ça me demande parfois d'aller puiser dans des choses dans lesquelles j'ai plus envie d'aller. Je me souviens d'un conseil d'écriture. Un soir, je rentrais avec une amie qui écrit aussi et je disais, je sais pas comment je vais réussir pour le dernier livre à restituer quelque chose qui a déjà eu lieu il y a 1 an ou 2. Et elle m'a dit, en fait, t'as pas le choix, t'es obligé de t'y remettre tel que t'étais, quoi. Donc moi, j'ai eu des moments d'écriture, je me souviens, où je me disais, en fait, dans la journée, il faut que j'aille dans les endroits desquels il faut que je sorte très vite le soir parce que j'ai avancé et que je veux pas retourner là où j'étais, quoi. Donc voilà, c'est pas simple, quoi. Ça n'a pas été que... Ce qui est joyeux, c'est de partager après, quoi. Et c'est une expérience que j'ai eue que pour le 2e livre, parce que le premier, je l'ai écrit très vite, il est sorti en novembre 2016. Et j'ai rien compris à sa sortie, puisque j'étais complètement dans mon deuil. Donc j'ai pas tellement compris que les gens lisaient. Là, c'est autre chose. Voilà, là, je suis contente de... C'est quelque chose de très joyeux de partager, par contre. Voilà. Je suis pas sûre d'avoir répondu à ta question. Si, après, oui, c'est la question du refuge. Et après aussi, comment vous faites pour vous trouver les bons mots pour aussi expliquer votre sentiment à l'écriture. Je sais pas. Non, je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que quand les gens lisent, ils me disent, en tout cas les gens du procès, quand ils lisent mon livre et qu'ils me disent c'est vraiment ce qu'on a vécu, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, de me dire que c'est honnête et c'est sincère. J'ai une vraie démarche de me dire, il n'y a pas de fiction dans ce que j'ai écrit, quoi. J'ai vraiment, mais c'est pas facile parfois de décrire ce qu'on a vraiment ressenti et si j'ai réussi, je suis trop contente, quoi. Voilà. Mais je sais pas. Voilà. Je pense qu'il faut un grand désir de sincérité pour y arriver. C'est un préalable, quoi. Hein? Non, c'est pas tout. Ouais. Moi j'ai une question pour
la reconstruction, ça a été dur de voir des gens un peu éloignés de ce que vous avez vécu, être tristes, même si ça les, enfin, entre guillemets, ça les concernait pas. Parce que je sais que moi, j'ai été touchée de vos histoires, mais est-ce que vous, il y a eu des périodes où ça vous a énervé de voir les gens se prendre en pitié Ouais, moi oui. Alors, il y a Alors deux attention, questions. elle est très vénère. Non, il y a deux questions. Est-ce que ça vous a embêté que des gens qui sont moins concernés que vous soient attristés? Et est-ce que ça vous a embêté qu'on ait pitié de vous? C'est deux questions différentes, à mon avis. Oui. Oui, bah. Moi, ce que j'ai mal vécu, c'est le fait que, en fait, quand Mathieu meurt, j'ai accepté de faire une interview parce que c'était un de mes copains et qu'il connaissait bien Mathieu et que je savais vraiment pas quoi faire de mes journées. Donc j'ai fait une interview et qui en fait a beaucoup tourné. Mais vraiment, c'était dans les 3 jours après. J'avais mon gros ventre, mon rouge à lèvres et donc en fait, je suis devenue un peu une image du drame. Et donc tout à coup, en fait, moi j'étais complètement dévastée et je sortais dans la rue et les gens me reconnaissaient. Et donc ça a créé quelque chose, c'est-à-dire que les gens ont vu en moi une icône du drame, quoi. Et donc ça a été vachement difficile à vivre parce qu'il y a un truc aussi un peu dissociatif de se dire mais alors est-ce que je dois me tenir, enfin qu'est-ce que je dois faire, quoi. Donc ça c'est la société, puis c'est aussi voilà. Moi c'est vrai que quand j'arrivais à l'école avec mon gros ventre et mon fils à la main, les gens pleuraient en fait. Et ça c'est très très normal. Hein. Mais c'est très difficile à vivre hein, parce qu'en fait ça isole, quoi. Et pareil, quand je suis allée accoucher de ma fille, voilà, tous les gens savaient qui j'étais, tout le monde me regardait. Et en fait, voilà, moi j'avais un drame que tout le monde connaissait et ça ouvrait la porte au drame de tous les gens. C'est-à-dire que moi, pendant des semaines, et encore aujourd'hui, voilà, je vais faire des signatures dans la librairie, les gens. Je suis un réceptacle, la horreur, quoi. On en raconte, mais tout, quoi. Enfin, mais en fait, à la fin, je trouve ça. Maintenant, j'ai du recul et je trouve ça super et je trouve ça merveilleux que, voilà, ça ouvre une porte. Mais il y a eu longtemps où j'aurais voulu qu'elle reste fermée cette porte. Oh là là, laissez-moi bien tranquille, s'il vous plaît. Donc voilà. Et sur la pitié, moi, je l'ai pas trop senti en fait. Mais ça, je pense que c'est une capacité que j'ai de mettre à distance. Mais ouais, j'ai trouvé que être victime du terrorisme, c'est bizarrement représenter quelque chose, quoi, pour les gens. Et voilà, on n'est pas toujours capé pour comprendre ce que c'est et vouloir l'endosser, en fait. On a juste pas envie de faire. Et toi aussi, ça a dû être quelque chose. Hein. Bah ouais, alors déjà sur les réactions des gens, c'est les réactions que les personnes ont face à quelqu'un qui est en deuil, en fait. Les réactions, elles sont très diverses. Elles peuvent aller de la gêne à, en effet, la pitié, à l'indifférence. Enfin, tout est possible. Et en fait, avec le temps et le recul, tu l'acceptes. Enfin, voilà. Après, moi, ce qui m'a plus gênée dans les réactions des gens, c'est que on attendait de moi que je représente toutes les valeurs qu'on a fait porter à Samuel Paty. Je sais pas comment dire, mais on attendait de moi que j'ai un avis sur les valeurs de la République, un avis éclairé là-dessus. Comme si, en fait, d'avoir été la collègue de Samuel Paty faisait que je devenais une experte du sujet. Non, je suis pas une experte de ces sujets-là, même si j'ai lu des choses et je me suis intéressée pour mettre du sens après coup. Mais ma parole, elle n'a pas plus, elle a moins d'importance qu'un spécialiste sur le sujet. Et ça m'a gênée parce que, en fait, moi j'ai vécu un traumatisme. Voilà, je peux parler de mon expérience personnelle, mais elle n'est pas universelle et elle n'a pas de valeur de vérité, quoi. Donc moi c'était plus ça, mais après sur les réactions des proches qui sont très peinés ou qui peuvent avoir pitié, je pense que sur le moment c'est sûr que c'est pas agréable, mais avec le temps on prend du recul par rapport à ça et je sais pas pour toi, mais je suis
comprends que les gens réagissent de différentes manières, quoi. C'est pas... En fait, ce qui est difficile, c'est que ça nous sort de notre place. Et pour certains, c'est trop. C'est-à-dire que moi, être trop assigné à ce qui m'est arrivé, ça m'agace. Et ceux qui me prennent trop pour quelqu'un à qui n'est rien arrivé, ça m'agace aussi, en fait. Et donc, je suis très peu souvent considérée à l'endroit où je suis. Je le suis avec les gens à qui c'est arrivé, en fait. C'est pour ça que la force du collectif, elle est si grande. C'est que moi, je suis jamais aussi bien moi que quand je suis avec d'autres victimes de terrorisme, parce qu'on ne parle pas de ça. On n'a pas besoin d'en parler. Donc, on peut se marrer, on peut pleurer de ça et d'autres choses. Mais voilà, on est toujours un peu à côté. C'est difficile, quoi. Je suis d'accord. Si tu nous dirais ton prénom, on aime bien Solina, oui. Qu'est-ce qui vous a donné la force de porter ces récits publiquement et est-ce que vous avez hésité à les sortir C'est une bonne question. En fait, le premier livre, ça s'est fait complètement n'importe comment. Je vais passer très vite, mais en gros, on me conseillait d'écrire et je ne l'ai jamais fait. Et moi, j'ai un cousin, Germain, qui écrit et qui a publié des livres. Et lui, il me disait tout le temps écris, écris. Et un jour, j'ai réussi à écrire. Et donc, je l'ai appelé et je lui ai dit tiens, je suis super contente, je me suis mise à écrire. Il m'a dit ah bah c'est super, j'ai des maisons d'édition qui m'avaient contacté, je t'en ai jamais parlé. Mais si t'écris, il y a des gens qui seraient preneurs. Et je dis non, je m'en fous complet, je veux pas publier, j'ai écrit, je veux te parler à toi qui écris aussi. Et en fait, il y a eu un quiproquo. C'est le moment où je venais d'accoucher et j'allais à Paris, Emma avait 2 mois. Et je l'ai rappelé en disant vas-y, je viens dans 2 mois, on se voit, on parle d'écriture. Et lui, il a compris, vas-y, fais un rendez-vous avec la maison d'édition. Mais vraiment. Et donc, c'était le jour de mon anniversaire, le 12 mai. Je venais pour fêter mon anniversaire. Et donc, le 12 mai, jour de mon anniversaire, je me retrouve dans le bureau de la directrice des maisons d'édition, à qui j'avais rien à dire. Et voilà. Et je lui ai dit, je veux pas publier, c'est beaucoup trop intime. Puis, j'ai pas beaucoup écrit, etc. Et voilà. Et elle m'a dit juste, rencontre une personne qui est éditrice chez nous, voilà demain, et puis on verra. Et je suis allée voir cette personne. Sur le chemin, je me suis dit, c'est mort, je le ferai pas. Elle, sur le chemin, elle s'est dit, il n'y a pas moyen, ça m'intéresse pas. Et 10 minutes après, on avait tapé dans la main et on signait le contrat. C'est une histoire de rencontre aussi. Donc voilà, donc j'ai publié, mais parce que voilà, je crois que à un moment donné, j'ai dealé avec moi-même de me dire si j'ai pas ce truc de me dire que je suis éditée, j'irai pas au bout, c'est trop dur. Et je voulais aller au bout pour mes enfants, pour qu'ils aient un support. J'aimais bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que Mathieu il soit ailleurs que dans un cimetière. Et j'avais aussi envie que cette histoire elle soit ailleurs que dans l'oralité et dans l'échange. Je fantasmais un peu le fait de me dire un jour mes enfants se lèveront la nuit et diront tiens, qu'est-ce qui s'est passé, et sans que je le sache, ils prendront le livre et ils diront ça. Et le deuxième livre, pareil, c'est une éditrice à qui je racontais ma folle histoire du procès qui m'a dit bah, tu devrais en faire un livre. Et là par contre j'ai embrassé le projet en me disant je vais faire un livre. Et sur le même principe que le premier, c'est de me dire si j'ai ça en tête, j'irai au bout, sinon je me connais, j'arrête après. Mais là j'ai une joie de partager, beaucoup plus que dans le premier. Voilà. Merci. Il y avait toi qui avais une question. C'était la même question? Moi c'est pour Madame Bonnet. Est-ce que vous pensez qu'à présent, l'école est suffisamment protégée pour aborder certains sujets sensibles, ou vous sentez encore une restriction? Alors, tu parles des professeurs, tu fais que les professeurs se sentent armés pour aborder certains sujets? Non. Non, enfin, je pense que tu peux. Enfin, pourquoi? Qu'est-ce qui aurait changé depuis l'attentat? Enfin, je pense pas. Je te pose pas la question parce que t'as pas la réponse, mais c'est une question que je me pose. Enfin, c'est une question rhétorique, tu vois. Non, enfin, je vois pas. L'attentat n'a rien changé de ce point de vue-là. Enfin, au contraire, je pense que les professeurs, ils ont conscience du danger en fait qu'ils encourent, de la menace qui pèse sur eux. Maintenant, ça devient concret. Même si on savait avant cet attentat que l'école était menacée. Là c'est concret. Et puis il y a eu l'attentat contre Dominique Bernard également. En fait l'attentat, c'est terrible à dire comme ça, mais l'attentat qui a tué Samuel Paty, c'est le début d'une série. Nous on en a, quand Dominique Bernard
s'est fait tuer. Avec nos collègues, ça a ravivé vraiment le traumatisme qu'on avait vécu. En fait, pour te dire, ce jour-là, on n'a pas pu assurer nos cours. Et nos élèves, c'était pareil. Puis en plus, à ce moment-là, c'était des élèves qui étaient en 6e au moment de l'attentat contre Samuel Paty. Ils étaient en 3e au moment de l'attentat contre Dominique Bernard. Ils ont revécu les mêmes... voilà, ça a ravivé toutes leurs émotions. C'était l'époque en plus. C'était... l'anniversaire. Exactement. C'était 3 jours avant le 16 octobre de mémoire. 2 jours avant le 16 octobre. C'est le 13. Voilà. Un vendredi, me semble-t-il, pareil. Donc, ce jour-là, on s'est dit, en fait, Samuel Paty, c'était le début d'une série. Donc, non, ça n'a pas rien changé. Enfin, on n'est pas plus armés. Moi, le fait d'avoir été la collègue de Samuel Paty, je me fais un devoir de loyauté par rapport à mon collègue, de continuer à aborder des sujets difficiles. Alors moi, je suis professeure de français, donc bon, les caricatures, c'est pas au programme du cours de français spécialement. Mais quand Cartooning for Peace est venu travailler au collège, je me suis portée volontaire pour participer à ces actions-là. Et puis, j'essaye d'aborder les sujets les plus délicats avec mes élèves. Ça me tient à cœur. Mais ce qui est... c'est pas facile parce que ça me met dans les... je m'oblige à me poser les questions que Samuel Paty s'est posées, c'est-à-dire des questions sur le choix du support. Qu'est-ce qu'on montre, qu'est-ce qu'on montre pas? Est-ce qu'on autorise les élèves à ne pas regarder? Là, j'ai travaillé avec une classe de seconde sur un film sur le thème de la peine de mort. Il y avait des scènes très violentes. Je me suis posé la question, est-ce que je leur dis, si vous ne voulez pas les regarder, vous avez le droit? Et quand je me suis posé cette question, je me suis dit, mais c'est exactement les questions que Samuel Paty s'est posées lors de son cours. Et ça m'a vraiment perturbée, mais je me suis dit, il faut continuer, quoi. Il faut continuer, il ne faut rien lâcher. Et c'est pas des moments agréables, c'est vraiment confortable, mais ça, c'est parce que je l'ai connu. Et parce que pour moi, c'est une forme d'hommage, en fait, de continuer à enseigner en toute liberté. Mais je comprends complètement qu'il y ait des collègues à qui ça fasse peur. Je ne vais pas les juger. Cette menace, elle existe maintenant, on en a conscience. Après, non, on n'est pas mieux armés. On a des ressources pédagogiques qui existent, dont on peut se servir. Mais la peur qui existe maintenant, elle fait que, oui, ça a changé quelque chose dans le monde enseigné, bien sûr. Moi, j'avais une question du coup pour Mme Sylvestre. À un moment dans votre livre, donc vous dites que Gary vous a dit qu'il a perdu un gant et qu'il vient vous voir et qu'il vous dit il m'a regardé avec ses yeux bleus et rouges, mais tu ne te rends pas compte, je l'ai perdu pour toujours, je ne le reverrai plus, je vais l'oublier lui aussi. Et j'avais une question en fait par rapport à ce passage. Vous décrivez beaucoup comment lui il l'a vécu, mais je voulais savoir comment vous je ne sais pas si vous en souvenez, mais savoir comment vous l'avez. Ce moment-là? Oui, ce moment-là où il vient vous voir. Ouais, oui, je me souviens très très bien. Je suis chez mes parents, il fait presque nuit, je suis sur le bar et je suis contente parce que Gary est parti se promener avec mon père et quand il revient et qu'il me dit ça en fait, il est en pleurs depuis des kilomètres en fait et ma première réaction c'est de rigoler quoi, c'est de dire mais Gary ton gars on s'en fout, il était trop petit, il a déjà fait 12 cousins, on va en acheter d'autres quoi. Et oui, quand il me demande, quand je comprends qu'en fait il est question de deuil, qu'il est question d'oubli, et que c'est dramatique, je me revois descendre de ma chaise, me mettre à genoux et de prendre la mesure de l'étendue des dommages hein, et de me dire que voilà, comment on va faire quoi. Et je sais que je lui ai dit cette phrase, de lui dire mais en fait t'inquiète. Moi, dans ma tête, j'ai une bibliothèque à souvenirs, elle est ouverte 24 heures sur 24, donc tu peux venir chercher tout ce que tu veux, c'est disponible quoi. Mais bien sûr, ça pose la question de la mémoire pour les enfants, qui est un truc qui n'est pas facile quand on est le survivant. Moi, je suis la survivante de l'affaire. J'ai 2 enfants qui, de fait, en fait, Gary, il a tout oublié.
Et il a lutté contre l'oubli. Et comme ça, en fait, il gardait tout parce qu'il se rendait compte qu'il était en train de perdre son père. Ça, c'était très éprouvant et émouvant à voir. Mais c'est vrai, il ne se souvient pas de son père, et il le dit maintenant. En tout cas, il dit, je me souviens de ce que vous m'avez souvenu. C'est vraiment c'est ça, quoi. C'est les photos, les choses qu'on lui dit, mais il n'a pas de souvenir direct. Et j'ai une fille qui n'en aura absolument jamais. Et ça, c'est aussi super, super dur, quoi. Et moi, comment je vis ça? Je le vis comme un empilement de deuil. Je me sens parfois un peu ensevelie. Voilà, il y a mon deuil, celui de mon fils, celui de ma fille, et je ne sais pas toujours comment faire. Ouais. C'est douloureux, hein, c'est dur, hein. C'est vachement dur. Ouais. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit par rapport au fait justement que ils ont tous les deux une manière, vécu des choses différentes. Et est-ce que maintenant au quotidien, parce qu'ils sont quand même plus grands, ça continue à être un sujet où vous y revenez? C'est plutôt, pour eux, c'est quelque chose qu'ils aiment en parler En fait, j'ai deux enfants très 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 différents. J'ai un fils, effectivement, donc maintenant il a 13 ans, il va avoir 14 ans. Lui, il met à distance à fond cette histoire. C'est quelqu'un de très discret, de peu de mots à l'endroit des émotions, qui a vraiment envie de tracer loin de tout ça. Je pense il en a marre, en fait. Il en a marre. Je pense que c'est légitime, hein. Mais je pense qu'il a des grands souvenirs de la famille, qui galère, quoi. Et lui, il a envie de tracer, il a vraiment envie qu'on le laisse tranquille, quoi. Et j'ai une fille qui est vraiment totalement à l'opposé. C'est verbalisateur, quoi. Elle fait que parler de ses émotions, elle verbalise vraiment très bien. Elle a vraiment beaucoup besoin de parler de cette histoire. Où qu'elle va, elle prend des photos. Dans sa chambre, il y a des murs remplis de photos de son père. Elle récupère tout. Donc il y a, voilà. Et donc c'est un peu compliqué de gérer les deux, quoi. Il y a des moments où, en fait, c'est pas possible de gérer les deux. J'ai un souvenir. Cette année, c'était les 10 ans des attentats. Il y a eu une cérémonie nationale, je ne sais pas si vous l'avez suivie, qui a été retransmise à la télévision. Et on y allait, quoi. Et on y est allé. Et en fait, en revenant, j'ai dit, bon alors, et là, Gary m'a dit, en fait, moi j'en ai marre, je ne veux pas qu'on en parle. Et là, Thelma a dit, moi j'ai besoin qu'on en parle, il faut en parler. Voilà. Et moi j'étais là, et je démissionne, en fait, les gars. Voilà, je vais vous laisser, j'ai fini ma mission. Salut tout le monde, parce que moi par ailleurs, j'étais ballottée entre les deux. Et donc ça nous a permis de pas mal rigoler. Et voilà, c'est inextricable, quoi. Allez, une question Allez, garçon. une garçon. Ouais. Ah. Moi, je veux bien. Tu veux bien dire ton prénom? Valentine. C'est pour vous, Madame Gray. J'ai une question. Ces élèves qui ont, entre guillemets, trahi M. Paty, est-ce qu'aujourd'hui, vous leur avez pardonné ce qu'ils ont fait? Non, mais en fait, je peux pas dire que je leur en ai voulu. C'est juste que j'ai eu peur d'eux. Enfin, moi, ils étaient plus en cours à ce moment-là, au moment où on l'a appris, mais en fait, s'ils nous ont fait, ils sont responsables du fait que j'ai développé une crainte de mes élèves en général. Et à cause d'eux, la confiance que j'avais dans mes élèves, a vraiment été abîmée. Mais à eux, personnellement, en fait, ça peut paraître bizarre, ce que je vais dire, mais je leur en ai pas voulu parce que je me dis que ça aurait pu être d'autres qu'eux. Et tu vois, en faisant des rencontres comme ça avec des élèves, des lycéens, il y a souvent des jeunes qui disent ce qu'ils ont fait à cet âge-là, on aurait pu le faire. On aurait pu accepter de l'argent
contre le fait de montrer notre prof. Alors au début, ça m'a choqué. Et puis avec le temps, je comprends en fait, parce qu'ils étaient vraiment immatures à cet âge-là. Puis il y a la pression du groupe. En fait, tout ça, on l'a compris lors du procès. Ça n'excuse absolument pas ce qu'ils ont fait, mais ça permet de remettre du sens et de se dire en fait, c'est pas arrivé de nulle part. Voilà, il y a des facteurs, il y a des causes qui les ont menés à accepter ça. Un ensemble de facteurs, voilà. Donc voilà, non, moi c'est plus, oui, comme je te disais, le fait que j'ai du mal à reconstruire cette relation de confiance avec les élèves après. Ça a mis beaucoup de temps et je pense que le fait de changer d'établissement, ça m'a aidé quand même à ça aussi. Parce que en face de moi, maintenant, j'ai plus des collégiens, j'ai des grands, j'ai des lycéens comme vous. Et je suis plus dans ce lieu. Donc j'associe plus les élèves que j'ai en face de moi aux élèves que j'ai eus au moment de l'attentat, quoi. C'est autre chose, je suis passée à autre chose. J'enseigne plus la même chose, enfin voilà, ça m'a permis de faire une coupure qui me fait du bien, je pense, au niveau de ma relation avec les élèves. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. C'est peut-être un peu décevant, mais, mais c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Ma question s'adresse à vous, Madame Sylvestre. Et comment t'appelles-tu? Oui, le dernier. C'est pendant le procès, lorsque vous avez entendu du coup les coupables de l'attentat s'exprimer, est-ce que vous leur en avez voulu directement quand vous les avez entendus? Est-ce que vous avez en vous cherché à vous justifier en disant mais la réalité c'est moi quoi, c'est ce que j'ai vécu et c'est mon deuil? C'est une vraie question. Je sais pas si je vais pouvoir y répondre en termes de je leur en ai voulu. Ce que je peux te raconter, c'est ma trajectoire à moi vis-à-vis des accusés pendant le procès. C'est-à-dire, moi, le premier jour, j'arrive, je les ai jamais vus, jamais entendus. Mon émotion première, c'est la peur, en fait. J'étais tétanisée. En plus, le premier jour, Salah Abdeslam, qui était le seul membre encore en vie des commandos, quand on lui a demandé quelle profession il exerçait, il a dit je suis un combattant de l'État islamique. Bon, ça calme. Donc j'ai vraiment été tétanisée, j'ai eu une peur équivalente à celle de la nuit du 13. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, déjà j'ai compris que dans les 14 accusés, il n'y avait pas 14 terroristes, quoi. Et que d'abord ils étaient encore présumés innocents jusqu'à la fin. Mais en tout cas, dans les 14, il y en avait qui avaient fait des toutes petites choses et d'autres qui avaient fait des choses très importantes pour l'État islamique. Donc je ne les ai pas tous mis dans le même sac. Et après, en fait, c'est aussi à ça que sert un procès et c'est incroyable. Après, le procès des attentats de novembre 2015 a été un procès historique aussi dans la durée. Ça a duré 10 mois, ça ne dure jamais 10 mois un procès. En général, déjà 1 mois et demi, c'est énorme, mais souvent un procès d'assises, c'est quelques jours, voire une semaine. Mais en tout cas, le temps long a eu ce mérite de nous faire entrer dans, j'allais dire, c'est pas une relation, mais en tout cas, je les ai entendus. J'ai entendu ce qu'ils avaient à dire. J'ai entendu leur famille, leurs proches. J'ai entendu aussi parler d'eux. Et donc, en fait, ma relation à eux a changé. Et donc, j'ai plus eu peur. Et je peux évidemment pas dire que j'ai compris, mais en tout cas, j'ai entendu des choses. Et à tel point que, sans être d'aucune naïveté, moi maintenant le sujet qui me passionne c'est la justice restaurative. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais la justice restaurative c'est le fait de mettre en contact des auteurs d'infractions avec des victimes en considérant que cette rencontre-là peut créer pour la victime une sorte de, en tout cas quelque chose de bénéfique, parce que moi je l'ai ressenti au procès. Et pour l'auteur, un supplément d'empathie qui peut faire réfléchir à l'acte commis, quoi. Voilà. Et ça, ce truc-là est très fort en moi et a germé au procès. Après, sur la question de leur en vouloir, en fait, je ne suis pas en train de te répondre parce que je ne sais pas y répondre. J'ai pas, c'est comme la question de la haine et de la colère, en fait, je ne sais jamais répondre à ça. Ça m'est assez extérieur. Moi, j'ai vécu des filles
des hommes et des femmes, mais pas des monstres, donc qui n'existent pas. Et voilà, après, la question du restant de la vie, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est vraiment une question très importante que tu as posée. Absolument importante. C'est-à-dire que ce qui se passe souvent dans le terrorisme, mais aussi dans d'autres domaines, c'est que celui qui tue, qui ôte la vie, pour tuer, a besoin de ne pas voir l'être humain qu'il tue. Et donc, il y a quelque chose qui est une négation de l'humanité. Et parallèlement, les victimes, dans un premier temps, elles ne peuvent pas concevoir qu'un être humain ait fait une chose pareille, et donc vont tenir à distance les terroristes en les qualifiant de monstres. C'est facile, c'est utile aussi. Et donc, au procès en général, ou dans toute autre rencontre avec les accusés, si on veut bien ouvrir les yeux, on s'aperçoit qu'on est face à un mur. Et ça, c'est très très important. De part et d'autre. Et vous savez, il y a un texte qu'on lit beaucoup dans les établissements scolaires qui est le journal d'Anne Frank. Mais il y en a un autre qui est celui d'Hélène Baird. Je ne sais pas si vous l'étudiez. Hélène Baird, c'est une très jeune femme, elle a 24 ans. Elle est professeure d'anglais et elle va être déportée. C'est une jeune juive. Et elle écrit à Paris tout ce qu'elle observe. Et elle dit à un moment, il faut accepter de regarder la pourriture, les choses les plus noires pour les comprendre. Et pourtant, cette fille, elle délivre un message d'humanité extraordinaire. Voilà, c'est très complexe. C'est vraiment une question, on pourrait dire, métaphysique, et c'est celle que vous poserez sans doute en philosophie en terminale. Il faut vous dire qu'ils sont en seconde et en première. C'est une question très très difficile, si on essaye de la comprendre. Voilà, tu me permets. C'est pas l'expérience, c'est autre chose. Alors attends, peut-être. Oui. Moi, pour Madame Sylvestre, vos enfants, à part le manque de leur papa, ça prend une grande importance dans leur vie, ou c'est des enfants qui vont bien quand même? C'est des enfants qui vont bien. Je crois que c'est des enfants qui vont bien. Je pense que j'ai toujours du mal à parler pour eux, mais en tout cas je vis avec eux donc je vois bien. Je pense qu'ils vont bien. Après voilà, ils sont... Je sais pas, je me pose toujours plein de questions quoi. J'ai un fils qui a 14 ans, qui a pas envie de parler. Bon après il a des copains, il va bien à l'école, il se marre, donc je peux dire qu'il va bien. Et pour ma fille c'est plus compliqué quoi. Mais c'est un thérapeute qui m'avait dit, voilà, vous avez un enfant qui fait l'expérience de la perte et un autre qui fait l'expérience du vide. Et le vide n'est pas confortable. Quoi. Et c'est vrai qu'elle ne vit pas super bien. Quoi. Et c'est plutôt une enfant qui va bien, elle a plein de copains, à l'école ça roule. Mais elle a des moments où c'est plus dur, et notamment cette année c'était les 10 ans. Et j'ai emmené mes enfants à la commémoration. En fait, moi, pour le coup, les cérémonies, tout ça, c'est pas trop mon truc. C'est la première fois que j'y allais. Puis en plus, là, c'était vraiment un gros truc, quoi. Et donc, c'est la première fois où ma fille s'est retrouvée avec sa famille, avec des amis, parce qu'il y a des victimes. Il y a eu des discours, il y a eu de la musique, il y a eu son père qui a été... on a vu une image, on a eu son nom. Et donc pour elle, en fait, cet hommage des 10 ans, ça a été pour elle l'enterrement de son père. Et donc, puisqu'elle ne l'a pas vécu. Et donc ça a déclenché quelque chose de très difficile, dont elle est en train de se sortir là, mais voilà, elle fait son deuil maintenant. Donc c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Là. Je sais pas, je peux pas répondre. Voilà, je pense qu'ils vont assez bien, mais que c'est quand même une histoire qui pas possible quoi. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait de ça quoi? Enfin, je sais pas. Voilà. On est toujours rattrapé un peu par ça quand même. Tu voulais poser une question? J'avais une question par rapport à la toute fin du livre. Donc vous tentez à la toute fin de revenir dans la salle du procès. Et donc là il y a le policier qui vous dit Madame c'est terminé, vous n'avez plus rien à faire ici, il faut rentrer chez vous maintenant.
Pas sympa, hein. Non. Pas merci, monsieur. J'ai eu un peu de mal à comprendre cette phrase. Est-ce que pour vous, ça signifie que vous avez passé le cap et que vous pouvez rentrer chez vous? Ou est-ce que ça signifie que en fait, vous auriez bien aimé quand même revenir, que peut-être c'était un refuge aussi, enfin je sais pas, cette salle de procès Je sais pas s'il faut que je réponde à ça. En fait, en tout cas, je voulais pas, mais je trouvais que la fin du procès correspondait vraiment au début. C'est-à-dire que le premier jour, je ne veux pas y aller, et il y a un policier qui m'emmène malgré moi, et le dernier jour, il me demande chez toi, quoi. Je trouve que c'est quand même, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un bon père de famille. Enfin, la police m'a accompagnée dans mon travail thérapeutique, quoi, ce qui est quand même un peu étonnant. Non, il y avait aussi un clin d'œil au fait que voilà, j'ai beaucoup dit que Mathieu était ma maison, et j'ai beaucoup dit que je savais plus où j'habitais après le 13 novembre. Et c'est vrai que ce policier qui me dit rentrez chez vous, ça m'oblige à me dire c'est pas ici, et c'est où, et probablement il faut que je reconstruise un chez moi, quoi. Donc j'ai trouvé que symboliquement c'était une phrase qui était chouette, quoi. Ouais. Une autre question, si c'est possible. C'est un peu une question simple que je me la posais. C'est jamais simple. Je ne crois pas. Votre témoignage, il parle à la fois d'amour et donc d'absence. Mais est-ce que pour vous, on peut continuer à aimer quelqu'un qui n'est plus là, donc pour Mathieu, suite à son décès? Est-ce que vous êtes dit mentalement que vous l'aimez plus de la même façon, ou ça a toujours été un amour continu pour lui? T'as un avis, toi, là-dessus? Pense, par rapport aussi par des proches, que l'amour est toujours là, mais moi je le trouve quand même assez différent. Est-ce que tu as plus cet amour de gestes, des paroles, tu reçois plus rien de la personne, et tu as limite l'impression que c'est toi qui donne. Donc non, mais tu reçois pas forcément le même amour que tu avant. Donc tu perds pas l'amour que toi tu as pour lui, mais tu perds un peu ce lien que tu as avec, même si tu l'aimes toujours. Oui, tu poses la question du fantôme. Comment on fait, quoi? C'est compliqué, hein. Moi, j'ai un rapport assez ambivalent avec Mathieu. Je l'ai beaucoup engueulé d'abord. Donc c'était assez quand même. Voilà. Pourquoi, quoi? Pourquoi t'es pas là, quoi? Et puis, mais ça pose la question, après là, moi, c'était mon amour, quoi. C'est-à-dire que c'était notre maison, c'était nos affaires, c'était nos enfants. C'est quand même difficile de rompre, quoi. Mais il y a un moment, effectivement, où il faut décider de peut-être enlever des photos parce qu'il y en a trop, qu'il faut peut-être réfléchir à comment continuer malgré tout. Sur la question de l'amour, moi, je suis absolument catégorique. Mathieu, je l'aimerai toute ma vie. Il est le père de mes enfants. Et donc, j'ai aucun problème avec l'idée que je l'aimerai toujours, parce que c'est pas de l'amour qui est pris à d'autres, quoi. Et c'est pas de l'amour qui va empêcher d'autres d'arriver dans mon cœur. Donc je suis assez sereine avec ça. Mais c'est vrai que j'ai peu de retours, quoi. C'est un peu c'est pas très égalitaire, quoi. Oui. Moi j'ai une question pour Charlotte. Est-ce que vous avez, dès que vous avez quitté votre collège, vous avez coupé les ponts avec, couper les ponts avec cette ancienne vie, on va dire, ou vous êtes resté en contact avec vos anciens collègues? Je pouvais jamais couper les ponts avec ce collège, avec mes anciens collègues. En tout cas, ceux qui étaient là au moment de l'attentat, on est reliés pour toujours. C'est ma famille. Donc là, on s'est retrouvés au procès, on se retrouve régulièrement, et en fait, dès que je suis avec eux, je me sens bien, parce que je sais qu'on a vécu ça ensemble, et comme disait Aurélie, on n'a pas besoin de se parler. Voilà, après le lieu, il m'est tellement familier, quoi. Enfin, j'y suis retournée quelques fois là depuis la rentrée, parce que c'est un collège où ils font beaucoup la fête, donc ils organisent des petites fêtes. Ils m'ont invitée. Et en fait, je me sens, c'est ma maison, je la connais. Ma salle de classe était ma chambre, tu vois. J'avais installé tous mes livres dans mon armoire, j'avais mes affiches au mur, et je m'y sentais bien. Mais en même temps, c'était devenu étouffant avec le temps, parce qu'il y avait ce poids-là, ce poids de la mort, de l'attentat.
c'est pour ça que j'ai eu besoin de partir pour retrouver de l'énergie vitale en fait, et pour penser à autre chose que ça, pour redevenir professeur de français à part entière, et plus juste la professeure du collège Samuel Paty, plus juste la collègue de Samuel Paty, mais professeur de français. Enseigner à nouveau la littérature, et puis en plus là au lycéen, c'est vraiment, on travaille vraiment sur la littérature, ce que j'aime quoi. Et j'y pense toujours. Bien sûr, ce sera toujours à l'intérieur de moi, ça fait partie de ma vie. J'ai fait venir l'Association française des victimes du terrorisme au lycée en début d'année. On a fait un projet sur le thème de la justice et de la peine de mort. Donc le lien avec l'association, il sera toujours là. Je continuerai à faire des actions éducatives dans mon établissement, mon nouvel établissement. Mais j'avais besoin de prendre un peu de recul, moi, pour me reconstruire et avancer dans ma vie. C'est ma manière à moi, c'est pas forcément celle de mes collègues, ils ont encore besoin de rester ensemble. Mais moi, voilà, je pense que émotionnellement, j'étais trop impliquée. C'était devenu trop lourd pour moi, en fait. Voilà. Donc non, je le garderai toujours, bien sûr. Et ça se transforme, la douleur, elle se transforme avec le temps. Tu peux transformer la douleur en quelque chose de constructif, quoi. Par exemple, le fait d'avoir rencontré la FVT et maintenant d'être parmi vous, pour moi, c'est une manière de transformer une douleur en quelque chose de constructif et qui peut peut-être servir. Et voilà, j'essaie de voir les choses comme ça. Oui, Louise. Moi, c'est Louise. Plutôt une question pour vous deux. Est-ce que vous faites souvent des interventions comme ça dans des collèges ou dans des lycées? Et est-ce que c'est difficile pour vous, ou alors est-ce que vous aimez bien justement parler de ça avec d'autres personnes et du coup un peu nous instruire? Moi je fais quand même pas mal, hein. Ouais. Je la colle un peu la Chantal. Ouais, moi, mon engagement associatif, il est assez récent parce que c'est depuis le procès, mais il est devenu très important dans ma vie. Je vais en classe, mais je vais aussi un peu en prison. Je suis allée rencontrer notamment des détenus condamnés pour terrorisme, des djihadistes. Je suis allée aussi dans des centres éducatifs ouverts, rencontrer des jeunes mineurs qui ont été condamnés. Et en fait, effectivement, ça... En fait, quand on est victime de terrorisme, mais je pense quand on est victime tout court, il y a quelque chose de très doloriste et d'un peu anesthésiant. Et de reprendre un peu le dessus sur son récit, d'abord être en capacité de faire récit, et ensuite de le partager, ça donne l'impression, ou en tout cas je crois que c'est pas seulement une impression, ça rend utile en fait. Et donc ça permet de reprendre un peu la main. On n'est plus un objet, on est un sujet, et donc c'est quelque chose d'important pour moi. Et aussi par ailleurs dans le fait d'échanger, moi je suis vraiment toujours portée, quand je viens en classe, je vais revenir avec plein de réflexions que vous m'aurez données, plein de vos sourires aussi, et c'est des rencontres qui sont très importantes pour moi. Ouais. Je partage tout ce que tu as dit. Je trouve que ces rencontres, c'est l'occasion aussi de prendre du recul par rapport à ce qu'on a vécu. En fait, en posant des mots, en répondant à vos questions, vous nous remettez en question aussi à travers ce que vous dites. Ça nous oblige à réfléchir et ça nous fait avancer. Ensuite, moi, la FVT, c'est important pour moi de, rendre ce qu'ils nous ont donné en venant au collège. Voilà, c'est une autre chose. Et puis, en fait, le fait de venir voir des élèves, de dialoguer avec des élèves, ça me permet, moi, de continuer à croire dans le pouvoir de la parole, de l'éducation. C'est très concret, en fait. Je le vois, je sais que les rencontres avec ce qu'on appelle les témoins, elles touchent les élèves et qu'elles les font réfléchir. Et je sais que c'est concret pour moi. Et voilà, dans cette reconstruction de la relation avec les élèves, le fait d'avoir ces moments d'échange avec des élèves, ça m'aide en tant que professeur, tout simplement. Alors, tout à l'heure, Charlotte, elle vous a dit
une question, vous lui avez demandé est-ce que finalement d'avoir été la collègue de Samuel Paty, est-ce que ça vous rend plus ferme sur les valeurs et sur la défense des libertés? Et elle vous a dit ben non, pas tellement plus. Alors moi je voudrais modérer, peut-être pour conclure, modérer un peu le propos de Charlotte et vous expliquer ce qu'elle vous dit. En fait, elle n'arrête pas de vous le dire et je trouve ça vraiment très très intéressant. Charlotte, elle vous parle d'élèves, mais elle passe son temps avec les élèves. C'est-à-dire que sur cette question, elle n'a jamais rien lâché. Elle n'a jamais rien lâché et elle a voulu qu'on s'interroge avec ses élèves. Donc ce qu'on est en train de vivre ici, elle l'a vécu à la place de Madame Picasso. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est elle qui organisait. C'est elle qui nous recevait dans sa classe avec ses élèves. Elle avait ce rôle. Vous voyez, elle dit non, bah si, moi je vous dis si. Et donc ce qu'elle vous dit là, c'est que dans un premier temps, elle a reçu avec ses élèves d'autres témoins. C'est-à-dire qu'il faut imaginer Aurélie avec les élèves de Charlotte et une autre victime qui discutait avec les élèves. Et maintenant, non seulement elle nous reçoit dans sa classe, mais elle est capable, elle aussi, d'apporter un témoignage. Donc voilà, elle ne vous dit pas les choses, elle vous montre ce qu'elle a fait. Je crois qu'elle ne mesure pas, elle, le chemin qu'elle a parcouru. Donc je tenais à le dire. Voilà. Dernière question. Parce qu'après, il paraît qu'on va discuter comme ça dans les petits groupes. Madame Sylvestre. Je sais pas si t'es une commère, toi, t'aimes bien discuter comme ça avec oui. Je suis commère, faites attention à ce que vous avez dit. C'est pour vous. Lors de la réponse à ma question, vous avez parlé d'absurdités que vous auriez entendues lors du procès. Desquelles absurdités vous vouliez parler et pourquoi, à votre sens, vous les considérez comme telles? De la part des accusés, tu veux dire? Non, après, tu sais, chaque accusé, il y en a 14, ils ont tous une stratégie de défense. Toutes ne se valent pas. Il y a ceux qui s'emparent de leur récit et qui disent je suis un combattant et voilà, moi, mes revendications, elles étaient politiques, moi, mes revendications, elles étaient religieuses. Et puis tu as ceux qui n'assument pas et qui disent non, mais moi, je me suis pas rendu compte, je savais pas, pardon monsieur, quoi. Et c'est pour ça, c'est ça plutôt, c'était plutôt pour eux, de dire, en fait, il n'y a pas beaucoup de panache à dire des choses pareilles, et puis surtout, il y avait peu de véracité profonde, je pense, là-dedans. Donc, c'était plutôt ça, c'est de me dire, c'est un peu absurde de se défendre comme ça, en fait. Mec, t'es quand même un peu dans un truc sérieux, quoi. On va rester sérieux, peut-être. Voilà, c'était juste ça, je crois. Mais il y avait encore une question. Non, mais alors, je vais vraiment vous faire une proposition sympathique, je vous le promets. On reste ensemble. On reste ensemble. Enfin, je n'attrape pas par la peau des fesses celui qui veut partir, mais voilà, on reste ensemble, mais on se lève. C'est bon? On se lève et vraiment, vraiment, la discussion n'est pas terminée. Mais on la fait plus en cercle. C'est-à-dire, vous avez une question, vous venez voir Charlotte, vous venez voir Aurélie, vous venez voir Muriel, vous venez voir Antonin qui est derrière. Vous avez la déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, vous dites chouette, je vais lui poser une question. Bref, vous vous levez, vous parlez à qui vous voulez. Vous avez besoin de parler à vos profs, vous le faites. Nous, on s'en va pas et on est là pour vous. D'accord? Mais on se dégourdit tous les jambes, vous et nous.